Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Parlant d'amis, je suis avec la splendide, la mélodieuse Catherine. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Oh my god, mais c'est parce que l'autre fois t'avais comme chanté pendant un épisode puis je me disais mais elle chante tellement bien Catherine, j'ai l'impression qu'on lui dit pas assez souvent à quel point elle chante bien. Oh, c'est gentil. Oh, c'est très gentil. Alors... On va pouvoir chanter beaucoup aujourd'hui. On va chanter L'amour existe encore, entre autres. Encore une fois. Encore. Parce que l'amour existe encore à cause de Camillien Hood et sa femme Georgette. Possiblement Georgina. On sait pas son nom. Georgina. Parce que comme, pourquoi connaître les noms des femmes des années 40? Ils existaient pas vraiment. Non, c'était pas vraiment des personnes. Sérieux, c'est décourageant un peu. Est-ce quand même le fun? Oui. Avant de trop se lancer dans nos récits historiques... On va vous recommander du café! Yay! Alors, le café qui nous est recommandé aujourd'hui, je l'ai mis à terre. C'est un café qui m'a été offert... Fais ton aérobie! Oui. Excusez, c'est un café qui m'a été offert par ma petite sœur qui me l'a gentiment offert la dernière fois qu'elle est venue chez moi. Alors, ça provient d'un torréfacteur qui est situé à Varennes, sur la route Marie-Victorin. Alors, les gens de la Rive-Sud, vous avez une nouvelle adresse où vous prodiguez du délicieux café. Ce torréfacteur s'appelle Latitude Zéro. Et j'ai... Latitude comme latitude longitude, là? Exactement, Latitude Zéro, et non pas attitude comme amène pas ton attitude de marde. Oui, c'est ça, exactement! Amène pas ton attitude de marde zéro. Alors, Latitude Zéro, j'ai eu la chance de goûter à 2 produits. À goûter à Maison Espresso, qui est leur torréfaction spéciale pour l'espresso, parce que j'ai maintenant une machine à espresso après m'être battue avec le service à la clientèle de Linen Chest, mais ce sera pour une autre fois l'histoire. Alors, le Maison Espresso... Aujourd'hui, l'histoire. Tabarnouche. Alors, Maison Espresso a des notes d'épices, de beurre et de sucre d'orge. On le décrit comme une torréfaction qui se révèle en bouche par un corps onctueux et équilibré. Débutant sur de délicates épices, elle enchaîne avec des notes de cerise noire, de miel et de beurre. C'est vraiment un excellent espresso. Moi, je le bois surtout en americano, qui est pas mal ma manière préférée de préparer du café, parce que c'est comme un filtre avec moins de caféine. C'est vraiment un café délicieux, très straight, très rond en bouche. Donc, moi, je vous le conseille. Et on m'a aussi offert le Varé noir corsé que j'ai pris en mouture pour la presse française. Celui-ci a des notes de biscotte, pain d'épices et caramel. Yum! Et on le décrit comme étant... il se définit en bouche par une signature large et moelleuse. Une dégustation évoquant un dessert liquoreux et des épices réconfortantes, prenant fin sur une amertume caramélisée. C'est celui que j'ai bu ce matin avant qu'on enregistre. C'est une intensité de 3, donc l'espresso c'est 3,5, donc il est un petit peu moins fort, mais il est vraiment très goûteux. C'est un type bourbon, donc un petit peu alcoolisé au niveau du goût. Et je l'ai trouvé délicieux en presse française. Le matin, la petite amertume décrite ne m'a pas frappée ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment 2 cafés que je vous recommande, que j'ai trouvé absolument délicieux. Alors, je répète, c'est chez Latitude Zéro à Varennes. Alors, nous avons le Maison Espresso et le Varé noir corsé. Mais je vous avoue que je regardais le site internet et il y a pas mal d'autres produits qui m'intéressent. Et les gens de la Rive-Sud, vous êtes rendus avec des excellentes adresses pour vous procurer du café. Vous avez aussi le Rabbit Hole Roasters à Delson et le Newland Coffee Roasters à Greenfield Park. Mm-hmm. Alors, les gens de la Rive-Sud, allez vous gâter à Varennes. Et maintenant qu'on a notre café, de quoi tu nous parles, Catherine? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Camillien Hood, l'ancien maire de Montréal. Voilà, j'ai pas plus de détails que ça va vous en donner quand je vais vous lire mon cas. Okay. Voilà. Yes, c'est tout.
Bon, je pensais que ça allait enchaîner. Ok, donc, non, ok, ben, je vais y aller plus en détail. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Camillien Hood, qui était maire de Montréal et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été envoyé dans un camp d'internement. Donc, on va aussi faire une petite histoire des camps d'internement en temps de guerre au Canada. Ce qui est quand même une affaire dont on ne parle pas souvent, parce qu'on a tendance à dire qu'au Canada, on est donc bien gentil, puis on dit « je m'excuse » tout le temps, mais on n'est pas tout le temps gentil, puis des fois, on s'excuse pas d'emprisonner du monde sans raison, pour des longues périodes de temps et de saisir leur bien. Tu viens de faire les orphelins de Duplessis. Ah, je le sais! T'es comme, oh, on est... Spoiler alert, on n'est pas si gentils Non, que ça. puis on va encore parler de Maurice Duplessis parce que lui puis Camillien Hood, ils étaient des frenemies. Ouh-là-là-là-là. Best frenemies. Alors, vous allez voir, ça va être un cas un petit peu plus léger que ce qu'on a fait récemment. Fait que moi, je trouve ça quand même le fun. Ça nous a été recommandé par Sean, notre premier fan. First one. Il garde son titre pour toujours. C'est pas qu'on a un ordre d'importance pour nos fans, c'est juste parce que Sean, c'est la première personne qui nous a écrit un courriel. Et que ça va toujours rester notre premier fan. Et là... C'est la première personne qui a écrit une aussi, critique de notre podcast. C'est vrai. Okay. Alors, merci beaucoup, Sean. Tu sembles avoir bien compris le genre d'intrigue politique et criminelle qui m'intéresse le plus, parce que, honnêtement, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je veux dire, l'entrée du bilan du siècle, là, fait comme 3 lignes, puis j'étais comme... C'est donc bien dole, il n'y a pas de détails, c'est bien plate, mais finalement, écoute, c'était tout le contraire de plate, et je suis juste pas allée sur le bilan du siècle, j'ai trouvé d'autres sources, et c'était fascinant comme histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de politique et de Deuxième Guerre mondiale. Mes sources sont Wikipédia, il y a une entrée Wikipédia vraiment exhaustive sur la vie et la carrière, surtout de Camillien Hood. J'ai aussi des articles de la presse, d'une manière un petit peu minimaliste, là, j'ai pas beaucoup utilisé ça. Sinon, un journal qui n'existe plus, qui s'appelait La Patrie du Dimanche, a fait une série d'articles rétrospectifs sur la carrière de Camillien Hood. Ça a duré comme 2 mois, il y en avait énormément, puis ils suivaient toute sa carrière, puis il y en avait 3, c'était des articles de fond, là, qui faisaient comme 4-5 pages. Il y en avait 3 qui étaient consacrés juste à la question de l'internement dont je vais vous parler tantôt. Fait que merci beaucoup à La Patrie du Dimanche qui n'existe plus. Puis finalement, l'entrée de l'Encyclopédie canadienne sur les camps d'internement, elle est très intéressante, très complète. Si c'est une question qui vous intéresse, je vous recommande aussi à ce sujet un épisode du podcast Dark Poutine qui vient juste de sortir un épisode sur les camps d'internement. Je l'ai écouté, ça disait basically la même affaire que l'Encyclopédie canadienne. Fait que c'est ça. Ah! Voilà. Vous pouvez y faire un ou l'autre. Fait que spoilez-vous pas. Donc, on va commencer. Es-tu prêt à mettre un petit peu de politique puis de loi voyons comment on appelait ça? La loi martiale en temps de guerre, là? Je suis prête! Yes, sir! Ça fait tellement longtemps que t'as l'air tellement excité de le faire, cet épisode-là. Let's go, mon ami! Ben, après les orphelins du Plessis, là, c'est le fun, ça met un petit baume sur mon cœur. OK, alors, partie 1. Non, j'ai pas de numéro de partie, j'ai juste des titres, le fun. Dite mignonne. C'est ma première partie. OK. Camillien Hood se passe de présentation, sauf pour le monde qui ne savent pas c'est qui, ce qui est probablement la plupart de notre auditoire, alors laissez-moi vous le présenter. Permettez-le-moi surtout parce que, comme vous allez le constater, la vie de Camillien Hood était pas mal rock'n'roll et il a rencontré ben du monde qui avait des beaux noms. Oh yeah! C'est vraiment pas sérieux comme épisode, là, je vous avertis, là, on va avoir du gros fun. Alors, allons-y. Camillien Hood est l'un des politiciens les plus importants qu'on a eu au 20e siècle dans mon humble avis de petite Montréalaise. Il a été député au provincial à titre indépendant et aussi maire de Montréal pendant très longtemps. Il est né le 13 août 1889 à ce qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Geneviève sur l'île de Montréal, dans le bout de Pointe-Claire et les promenades Fairview, mais bien avant les promenades Fairview. Oh! Oh! Assez tristement, Camillien Hood était le seul fils vivant de Joséphine Frenette et Azad Hood, un ouvrier dans une minoterie. En fait, le couple a eu 10 enfants au total, mais les 9 autres sont morts en bas âge. Puis là, c'est la dernière fois, je vous promets que c'est la dernière fois que je vous parle d'enfants morts pour longtemps. Mais son père s'appelait Azad. Azad. A-Z-A-D. A-Z-A-D, qu'est-ce que c'est? T'as inventé une lettre! Hey, envoyez-moi pas dans un spelling bee, je suis pas prête. A-Z-A-D-E. J'ai jamais entendu ça. C'est beau, hein? C'est spécial.
Azad. Il y a plein de monde avec des beaux noms là-dedans, sérieux, là, tu vas tellement aimer ça. Alors, le petit Camillien Oud a fait son éducation à Montréal, et quand il est devenu grand, il a occupé... attends, là, ça me dit qu'il y a une faute dans mon script. Une pléthore d'emplois différents. Il a occupé ça, une pléthore d'emplois différents. D'abord, quand il a gradué de l'école avec un diplôme en commerce, il est devenu commis à la banque d'Hochelaga, qui a depuis été rameuté par plein d'autres banques pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Banque nationale. Oh! Isn't that fun? Hey. C'est comme la Banque nationale, c'était comme un conglomérat de banques. Ben, coudonc. Bon. On apprend ici un peu de crime. Hey, je sais. En 1913... péter des scores dans des soirées de trivia, là. Wow! Alors, en 1913, à l'âge de 23 ans, Camillien a épousé une dénommée Bertha Andrea Bourgie, dite mignonne. Oh! Bertha Andrea! Je sais! En plus d'avoir un nom pas mal spécial, Bertha Andrea était la fille d'Urgel Bourgie, le riche entrepreneur de pompes funèbres. Encore une fois, Trivia Night, prenez des notes. Je sais. Alors, Camillien et Bertha Andrea ont eu 2 filles, Madeleine et Marthe, et Camillien est devenu, en 1916, directeur de banque. Fait que là, ça allait bien sa carrière pis sa famille pis tout. Mais là, en 1918, ça allait moins bien sa carrière pis sa famille pis tout, parce que Bertha Andrea est morte de la grippe espagnole, comme Edward Cullen dans Twilight. Oh non! Je sais! Elle avait pas mis son c'est en masque. lisant ce détail-là que je me suis dit, OK, ça pourrait être intéressant de parler de sa vie parce que c'est quand même lié à des affaires qui ont comme marqué le 20e siècle. Là. Fait que sa première femme est morte de la grippe espagnole. Puis là, il s'est remarié avec une femme qui s'appelait soit Georgette ou Georgiana, whatever, Falardeau. L'année suivante, comme quoi Camillien Oud n'a pas vraiment branlé dans le manche bien longtemps. Hein? Si je meurs, j'espère que mon chum va attendre un peu plus longtemps avant de se remarier. Ah, mais là, on a une pléthore d'enfants à s'occuper, là. Ouais, je sais, non, 2. Fait que là, il y en a eu une autre fille, une 3e fille, avec Georgette. Pauvre Camillien Oud, il y a juste des filles. Oh non! Oh, bouh! Fait qu'il a une fille avec Georgette qui s'appelle Claire, et il a ensuite décidé de quitter sa job parfaitement acceptable de directeur de banque pour se lancer dans plein de business ventures pas mal louches, dont importer du charbon et vendre des assurances. Et vendre des suppléments diététiques et des huiles essentielles. Et des colliers en pur noisetier. Et ce sont là des métiers qui ont plein de perspectives d'avenir, mais qui n'ont malheureusement pas eu d'avenir pour lui. Alors, sa femme Georgette, elle travaillait avant dans une shop de biscuits pour un certain Joseph Dufresne. Joseph Dufresne était un commerçant de Joliette et il était un proche du Parti conservateur du Québec, qui n'est pas le Parti conservateur d'Éric Duhem. Faut qu'on l'explique. Bon. Faut faire des différences, là. Oui, c'est différent, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc, Georgette était bien d'adon, et elle a donc présenté Camillien Oud à Joseph Dufresne, et c'est ainsi que Camillien Oud a scellé son destin, et qu'il est entré en politique. I will fulfill my destiny! I will fulfill my destiny! Alors, partie suivante, en politique! C'est pas toujours des bons titres, mon affaire, mais quand même. Donc, après que Joseph Dufresne l'ait pris sous son aile, pas sur son aile, Camillien Oud a décidé de se présenter comme député pour le Parti conservateur du Québec. On était en 1923 et il s'est présenté dans ce qui s'appelait alors le comté Montréal-Sainte-Marie, selon la carte de l'ancien temps que j'ai trouvée sur Wikipédia, et selon mes connaissances limitées de la géographie montréalaise, et selon la page Wikipédia de l'histoire des circonscriptions électorales du Québec, je pense qu'on peut estimer que le comté Montréal-Sainte-Marie, qui n'existe plus depuis les années 60, était l'équivalent d'une partie de Centre-Sud et Hochelaga. J'ai arrêté mon bet. J'ai creusé. Ben là, écoutez, là, moi, je creuse dans les détails inutiles, juste pour le fun du trivia. Donc, c'est là qu'il s'est présenté, même si ça n'a aucune incidence sur rien. Et moi, c'est Sainte-Marie, fait que... C'est ça, mais avant, il y avait juste comme... Il y a une page Wikipédia des comtés électoraux. Oui, c'est une page Wikipédia sur l'histoire des comtés, des circonscriptions électorales du Québec. Mais avant, c'est ça, il y avait Montréal-Sainte-Marie, il y avait Montréal-Saint-Henri, Montréal-Saint-Michel. Il y en avait comme 4 au début, c'est pour ça, c'est parce que c'était pas exactement les mêmes circonscriptions qu'aujourd'hui. Donc, il s'est présenté là, on était en 1923. Alors, petite histoire de politique, j'ai plein de fun facts politiques pour vous. Le Parti conservateur du Québec de l'époque, il a existé de 1850 à 1935, donc c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le Parti conservateur du Québec était un descendant de ce qui s'appelait le Parti bleu,
vétuste parti politique qui s'opposait au progressisme et aux idées anticléricales du dit Parti rouge mené par Louis-Joseph Papineau dans le temps du Haut et du Bas Canada. À la base, le principe du Parti bleu était d'avoir des valeurs conservatrices et ultramontanistes, ce qui veut dire d'accepter la primauté du pape sur les institutions politiques, imaginez-vous donc. Lors de la Confédération, en 1867, le Parti bleu s'est scindé en deux, donnant naissance au Parti conservateur au fédéral puis le Parti conservateur au Québec. Même chose pour le Parti rouge, c'est devenu le Parti libéral au fédéral et le Parti libéral au Québec. Makes sense. C'est pas pire mon explication, hein? Hey, screw les cours d'histoire de secondaire 4. Alors, fun fact politique numéro 1. Le Parti libéral au fédéral est derrière le gouvernement le plus court de l'histoire du Canada. En 1858, oh non, pardon, c'est pas le Parti libéral au fédéral, c'est encore quand c'est le Parti rouge, mais le Parti libéral est derrière le gouvernement le plus court de l'histoire du Canada. En 1858, les élus du Parti rouge se sont alliés à un autre parti qui s'appelait les Clear Grits. Ça a donné lieu à un véritable fiasco politique qui a résulté en l'élection et le renversement d'un gouvernement après une seule journée au pouvoir. Oh boy, pas de niaisage. Ouais. Gouvernement éphémère. Fait qu'ils étaient élus, les gouvernements libéraux, ils ont décidé, OK, on va se merger avec les Clear Grits, puis ils ont été renversés dans la même journée, genre. Ben voyons donc. Ouais, c'est le gouvernement éphémère le plus... je pense que oui. Ouais, fait wow. que... Crayon à mini-pot, bulletin de vote, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, écoute, c'est... Fait que voilà, ça a été un gouvernement éphémère qui a duré juste une journée, le plus court de l'histoire du Canada. Fun fact politique numéro 2. En 1935, le Parti conservateur du Québec s'est allié avec l'Action libérale nationale, qui était un parti dissident qui avait quitté le Parti national, et ensemble, ils ont formé l'Union nationale. Et c'est pour cette raison que la figure la plus marquante du Parti conservateur du Québec, c'est Maurice Duplessis. Il est partout, ce style-là. Il est revenu. Chou! Bon, alors de retour à Camillien Houde. Il est devenu député du Parti conservateur du Québec en 1923, s'opposant à un député sortant, Joseph Gauthier, un libéral. Parce que dans le temps, il y avait juste deux partis, tu sais. Il y avait comme des mini-partis, mais tu sais, il y avait juste deux partis. Gauthier était convaincu qu'il aurait une réélection facile, puisqu'il pouvait compter sur le soutien du maire de Montréal, Médéric Martin. Par contre, Camillien Houde, lui, jouissait d'un avantage considérable, sous la forme du cash de son ancien beau-père Urgel Bourgie, RIP Bertha Andrea. Oh, c'est peut-être Bertha André, son nom. Je l'ai appelé de deux façons dans mon script. Désolée. Donc, Camillien Houde jouissait de l'avantage considérable de plein de cash d'Urgel Bourgie qui finançait sa campagne, et vous vous en doutez sans doute, il a donc réussi à défaire Joseph Gauthier et il est devenu, à 33 ans, le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Son premier mandat a duré 4 ans, au terme desquels Joseph Gauthier a récupéré son siège à l'Assemblée nationale lors des élections de 1927. C'est à point ça! Mais convaincu qu'il y avait eu de la fraude électorale, Camillien Houde a présenté une requête pour faire annuler les élections dans Montréal-Sainte-Marie, et il a gagné. Des preuves de traficage de scrutin, sur lesquelles je n'ai pas trouvé de détails, ont été découvertes et les élections ont été annulées et remises à une date ultérieure en 1929, donc comme 2 ans plus tard. S'il y a des Américains qui nous écoutent, non. Non. Mais je veux dire, non. C'est quand même... Stop it. Ouais, ben, je veux dire, c'était les années 20, là. C'est pas exactement comme aujourd'hui. Mettons que il y avait quelque chose de moins systématique dans la manière dont ils faisaient les élections, puis on va en reparler plus tard parce que c'est pas la première fois dans la carrière de Camillien Houde qu'il y a eu qui ont essayé de faire renverser des élections. Mais donc, cette fois-ci, il a gagné. Il y avait eu de la fraude électorale. Fait que là, si mon père se demandait jusqu'à date quel est le crime, le premier crime, c'est la fraude électorale. Voilà. Voilà. Ding, en 1929, Houde est devenu le chef du Parti conservateur du Québec. Oui, c'est ça, excusez-moi. 2 ans plus tard, ont été déclenchées des élections générales qui se sont soldées par une défaite du Parti conservateur. Une défaite qui a aussi été marquée par un pseudo-scandale de fraude électorale. Fait que là, c'est comme à tous les 4 ans, il y a de la fraude électorale. Les conservateurs avaient obtenu 43% des votes, soit le même pourcentage que lors des élections précédentes, mais seulement 11 des 90 sièges de l'Assemblée nationale. Fait que là, le devoir a, au terme des élections, dénoncé ce qu'il qualifiait de nombreuses irrégularités dans le processus électoral, parce qu'en effet, pour une raison quelconque, de nombreuses personnes avaient simplement été rayées de la liste électorale et n'avaient donc pas pu faire entendre leur voix. Ouais, fait qu'il y avait vraiment eu des irrégularités du genre qui ne pourraient pas exister aujourd'hui. On vous dit ça aux Américains.
Donc, suite à ces accusations de la part du Devoir, le Parti conservateur a décidé de contester l'élection de 63 des 79 députés libéraux qui avaient été élus. Le gouvernement libéral de Taschereau, c'était le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, a riposté en décrétant... Le gars du boulevard! Yeah! Donc, le gouvernement libéral de Taschereau, le gars du boulevard, a riposté en décrétant une nouvelle loi, la loi Dillon, qui avait pour but d'empêcher les contestations d'élections et qui était rétroactive. How nice for them! Wow! Et ça, c'est tout un power move, là. C'est tout un power move! Fait qu'il était comme, à partir de maintenant, Wow. on peut plus contester les élections de personne, puis ça compte pour le passé aussi, fait qu'on conteste pas nos propres élections. Fait que là, bien sûr, le Parti conservateur du Québec a crié au scandale, sauf Maurice Duplessis, qui était aussi un député du Parti conservateur. Il a un petit peu saboté son chef Camillien Aude en prenant la parole en faveur de la loi Dillon, comme un total loose cannon. Les déclarations pas fines de Duplessis ont mené directement à la démission de Camillien Aude de la chefferie du Parti conservateur en 1922. Il avait aussi perdu son siège lors des élections. Et il a été remplacé par Maurice Duplessis. Donc celui-ci et Camillien Aude, à cause de tout cet embroglio, sont restés des best frenemies durant les 15 années suivantes. C'est lui qui a offert sa tasse avec écrit l'arme d'orphelin dessus. Exactement. Alors, fun fact politique numéro 3. À l'époque, un peu comme aujourd'hui, les journaux avaient une allégeance politique claire et supportaient différents candidats. Et les journaux ne sont pas apolitiques. Par exemple, Aude pouvait compter sur le soutien du Petit Journal et de l'Illustration à Montréal. Les journaux qui ne le supportaient pas étaient aussi très nombreux. Parmi eux, on comptait des Gazettes, La Presse, Le Soleil et le Goglu. Tu sais quoi le Goglu? C'est donc bien cute, c'est pas des biscuits! Non, c'est pas cute, puis c'est pas des biscuits, mais c'est pas les biscuits, Ah, les ok, biscuits cool. sont cute. C'est quoi le goglu? Le Goglu était le journal fasciste d'Adrien Arcan, le supporter d'Hitler dont je vous ai parlé dans mon épisode sur les nazis à l'île d'Orléans. Le Goglu, toi, chose. Wesh! Fait que c'est ça. Mon fun fact politique, Mais là, c'est qu'il y ça avait un veut journal dire- qui s'appelait Le Goglu. La presse l'aimait pas, puis le goglu l'aimait pas. Ouais. Fait que le monde à gauche, puis le monde à droite, il l'aimait pas. Non, personne n'aimait. Personne n'avait décrit. Va-t'en! Va-t'en. Tourne dans Bon. ton coin. Fait que là, il avait démissionné de la scène provinciale. Puis en 1933, l'année suivante, 3 députés du Parti conservateur québécois ont été exclus du caucus après s'être prononcés contre le leadership de Maurice Duplessis. Fait qu'ils ont décidé de fonder un nouveau parti qui s'appelait le Franc Parti. Et ils ont demandé à Camillien Aude de se joindre à eux. Mais celui-ci a refusé parce qu'il avait désormais un nouveau cheval de bataille, la mairie montréalaise. Yay! Yeah! C'est là qu'on commence Maman à parler qui de fait Montréal. Va m'occuper des nids de poules! Yes! Tout te boucher ça! Alors, prochaine partie sur la scène municipale. Pendant que tout ça se tramait, Aude était déjà intéressé par la politique montréalaise. Donc, on va retourner un petit peu en arrière. Je vous garantis qu'on va aller un peu plus vite sur les détails politiques. Là. Je voulais juste vous parler des histoires de fraude électorale puis la loi Dillon que je trouve comme un petit peu comme anticonstitutionnelle puis shady, là, mais c'est peut-être juste moi. Ouais, c'est pas... Fait t'as que pas 5 ans auparavant, en 1928, ça brassait sur la scène politique montréalaise. Camillien Aude tenait le maire Médéric Martin responsable d'avoir trafiqué les élections provinciales. C'est quand il y a eu les premières allégations de fraude qui ont effectivement renversé les élections. Donc, Camillien Aude a décidé de se présenter contre lui aux élections à la mairie, en plus d'être député au provincial. Pendant la campagne électorale, Je vais l'avoir Barabouche! pendant la campagne électorale, Aude a dénoncé la manière dont l'administration de Médéric Martin avait négocié l'achat de la Montreal Water and Power, une compagnie d'aqueduc, et il a promis de renverser l'achat s'il était élu. La population de Montréal trouvait alors que l'administration de la ville avait effectivement fait preuve d'ingérence en dépensant beaucoup trop d'argent pour cette transaction, alors beaucoup de gens se sont ralliés à Camillien Aude pour cette raison-là. Camillien Aude jouissait aussi du soutien de riches hommes d'affaires qui étaient opposés à la centralisation des services, parce qu'il est conservateur. Fait que lui, c'est un petit peu contre lui, Ouais. c'est plus comme la libre entreprise et tout. Dont le propriétaire du journal The Star, Hugh Graham, qui avait aussi le titre de Lord Atholston. Peut se donner un titre. J'ai rien ça compris de ça, mais j'ai trouvé ça drôle. Et donc, Lord Hugh Graham Atholston, I guess, a décidé de financer la campagne politique de Aude à la mairie de Montréal. Lors de l'élection, Camillien Aude a récolté environ 60% des votes, ce qui était quand même assez phénoménal.
Bon score, Parce qu'il y a bon beaucoup score. de monde qui se présente à la mairie, c'est pas comme juste 2 partis, Ouais. puis tu sais, c'est ça, c'est quand même un bon score. Ce fut la première de plusieurs élections et réélections à la mairie pour Camillien Hood. Au total, Camillien Hood a été maire de Montréal pendant 18 années non consécutives, des années très importantes pour la métropole. Entre autres, il était là durant l'inauguration du pont Jacques-Cartier en 1930. C'est lui qui a lancé l'idée du jardin botanique qui a été inauguré en 1931 quand il n'était plus au pouvoir, mais ça avait été instigé sous sa gérance à lui. J'allais dire son règne, mais c'est pas son règne. Mais Son règne, hein. ma phrase suivante, c'est justement son règne sur la ville, lui a valu le surnom de Monsieur Montréal. Cute. Très cute. Le jardin botanique. Je sais, c'est vraiment cute. C'est lui qui avait lancé l'idée du jardin botanique. Mais c'est ça, sa carrière à la mairie n'a pas été de tout repos. En 1936, Hood a démissionné de la mairie de Montréal dans la foulée de l'élection de Maurice Duplessis comme premier ministre du Québec. Il s'est dit inquiété par la tendance nationaliste grandissante qui venait avec l'élection de Maurice Duplessis. Par exemple, Maurice Duplessis s'était prononcé contre une taxe de vente de 2% pour les Montréalais, qui était une mesure que préconisait Camillien Hood comme outil de relance économique, parce qu'on se rappelle que là, on est en 1936, puis on est en plein dans la crise économique qui a suivi le crash boursier de 1929. C'est tout un cours d'histoire, mon affaire. Moi, je suis suspendue à tes lèvres. Tu sais, Camillien Hood, lui, il était très... il était un petit peu comme le FDR. Tu sais, il faisait le New Deal de Montréal, là, puis lui, c'est ça, il avait imposé une taxe supplémentaire pour essayer comme de, tu sais, renflouer les coffres, puis il avait créé des mesures pour créer de l'emploi, puis tout ça. Puis Maurice Duplessis, lui, s'était prononcé contre la taxe de vente de 2% des Montréalais, qui trouvait qu'il était une surtaxe, puis là, Camillien Hood était comme « Ouais, mais tu sais, il faut tout ça serrer les coudes », puis au contraire, Maurice Duplessis était comme « Ouais, mais non, c'est comme, justement... » Le capitalisme sauvage pour les entreprises et tout. Fait que, bon, en tout cas, Camillien Hood a décidé de démissionner. En raison du beef entre Hood et Duplessis, Hood s'est graduellement rapproché des libéraux et leur a offert son soutien. Par exemple, il soutenait ouvertement les manifestations anti-conscription qui se déroulaient à Montréal en 1939. La même année, Camillien Hood s'est présenté de nouveau comme candidat au provincial, mais cette fois-là à titre d'indépendant. Et il a été élu au terme d'une campagne qui était financée par les libéraux provinciaux d'Adélard-Godbout. Et c'est ça qui nous mène à la déclaration fatidique du 2 août 1940. Là, on entre dans le crime. Shocking. Tu vas voir, we're gonna spill the tea. C'est l'heure du crime. C'est l'heure du crime. Avec Catherine et Audrey. Prochaine partie, la censure en temps de guerre. En mars 1940, on a eu des élections au niveau fédéral, menant à la réélection des libéraux. Le premier ministre était alors William Lyon Mackenzie King, l'ami des ours, et de Hermann Göring, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les nazis à d'Anticosti. Oui! Allez, l'écouter, c'était bon. Alors, son gouvernement, c'est le gouvernement sortant, puis c'est ça, le gouvernement sortant s'est fait réélire le gouvernement libéral de Mackenzie King en 1940 avec une plateforme anti-conscription. Parce que, là, je l'ai pas écrit dans mon script, mais pendant la Première Guerre mondiale, il y avait eu la première crise de conscription au Canada, où est-ce que le gouvernement avait essayé d'imposer la conscription, puis il y avait eu beaucoup de manifestations, puis beaucoup de backlash. Fait que là, Mackenzie King a dit, ben nous autres, on est anti-conscription, puis on va jamais vous imposer ça, même si on venait juste de commencer la guerre, là, en mars 40. La guerre avait été déclarée au Canada, c'est quoi, c'est en novembre 39? Ça faisait pas longtemps, tu sais. Fait que tout le monde avait peur qu'il y ait la conscription de nouveau. Donc, c'est ça, ils se sont fait réélire, le gouvernement libéral. Yay! Mais là, à l'été 1940, le Parti libéral a changé son fusil d'épaule et a déclaré qu'il avait l'intention d'imposer, non pas une conscription, mais ce qu'on appelait une mesure d'enregistrement obligatoire pour tous les Canadiens valides qui allaient se dérouler les 19, 20 et 21 août. Il faut juste que t'ailles t'enregistrer, là, si t'es un Canadien valide, donc un homme entre, c'est 18 et 45 ans, célibataire, il faut que t'ailles t'enregistrer pour dire que t'es là. Mais ça n'a pas rapport avec la conscription. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Hey, a rose is a rose by any other name. À l'époque, on va appeler puisque c'était la chat. guerre, on ne pouvait pas appeler un chat parce qu'il y avait une loi en vigueur pour imposer une censure aux journaux. La censure voulait, et je cite les Archives nationales, permettre la libre circulation des nouvelles et l'expression d'opinion pour autant que ces dernières soient conciliables avec la protection des secrets militaires et qu'elles n'affectent pas le moral de guerre au Canada. Voyons donc. Fait que vous pouvez dire ce que vous voulez tant qu'on encourage l'effort de guerre. Toutefois, pour protéger le moral des militaires et de la population, le gouvernement entendait limiter la possibilité de critiquer l'action gouvernementale et militaire.
On joue sur les mots, là. On joue beaucoup sur les mots. Malgré cette loi sur la censure mise en place, Camillien Hood a décidé, le 2 août 1940, de braver la censure et a remis la déclaration qui suit aux journaux. Je me déclare péremptoirement opposé à l'enregistrement national qui est sans aucune équivoque une mesure de conscription. Et le gouvernement fraîchement élu en mars dernier a déclaré par la bouche de ses chefs, messieurs King à monsieur Godbout, en passant par messieurs Lapointe et Cardin, qu'il n'y aurait pas de conscription sous quelque forme que ce soit. Le Parlement, selon moi, n'ayant pas de mandat pour voter la conscription, je ne me crois pas tenu de me conformer à la dite loi et je n'ai pas l'intention de m'y conformer. Je demande à la population de ne pas s'y conformer, sachant ce que je fais et ce à quoi je m'expose. Si le gouvernement veut un mandat pour la conscription, qu'il revienne devant le peuple sans le tromper cette fois. Wow! The shade. The shade! Fun fact politique numéro 4. Oh yes, come and get it. Come and get your love. Alors, fun fact politique numéro 4. La déclaration qui précède a été remise aux journaux le 2 août, mais elle n'a pas été publiée aussitôt à cause justement de la loi sur la censure. Il semble que la seule version publiée est parue le 3 août dans un journal dont je ne connais pas le nom, et qui a aussi déclaré que Hood devrait être sanctionné pour ses affirmations. Mais en plus, on ne sait pas si la version que je viens de vous lire est la version originale ou si la déclaration originale était plutôt en anglais et ce que je vous ai cité serait donc une traduction. En tout cas, ce que je viens de vous citer est paru dans La Patrie le dimanche 4 août, donc 2 jours après cette déclaration-là, et cite un article de la presse canadienne, le Canadian Press. Mais comme on va en discuter dans un instant, par exemple, les décisions quant à cette déclaration-là ont été prises le 3 août, donc on ne sait pas vraiment c'est quoi vraiment la déclaration qui a été faite. Mais il y a eu une déclaration dans ces lignes-là, mettons. Alors, le 5 août 1940, Camillien Hood a été arrêté à sa sortie de la mairie par des agents en civil de la gendarmerie canadienne. Sans procès ni rien, il est amené de nuit au camp d'internement de Petawawa, en Ontario. Sur le coup, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Il avait juste disparu du jour au lendemain et personne n'avait idée de ce qui avait pu être arrivé. Il est parti faire un tour de machine. Il est parti s'acheter des cigarettes puis il est jamais revenu. Oh non. On espère qu'il est correct. On espère. Thoughts and prayers pour Camillien Hood. Mais pourtant... Lâche pas, bro. Oh ouais, Camillien, si tu continues comme ça. Rip, bro. Rip, bro. Pourtant, la question s'est réglée pas mal vite parce que déjà le 6 août, soit le lendemain, la presse a publié un article qui annonçait l'internement de Camillien Hood et qui alléguait que la décision de procéder à son arrestation avait été prise le samedi 3 août. Donc, je vous spécifie tout ça juste pour vous dire que les journaux, ils ont pas l'air de savoir trop ce qui se passe puis la chronologie est pas bien claire, mais le fait est qu'il a été arrêté à sa sortie de la mairie par des agents en civil puis juste piché en prison sans procès. Ben, c'est pas en prison, c'est un camp d'internement. Fait que là, une petite histoire, prochaine partie, une petite histoire des camps d'internement au Canada. Mais là, qu'est-ce que c'est ça, les camps d'internement? Tu sais quoi, les camps d'internement? Est-ce qu'il y a des chansons? Non, il n'y en a pas. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Est-ce que tu sais c'est quoi les camps d'internement? Je pense que oui, mais je vais te laisser y aller. Oh boy, d'accord. Alors, voyez-vous, dans la foulée de la Grande Guerre, en 1914, le gouvernement fédéral a passé pour la première fois la loi sur les mesures de guerre dont on a déjà parlé dans nos épisodes sur le 13 octobre. Cette loi donnait au gouvernement le droit de suspendre les droits et libertés de la population, y compris le habeas corpus, le droit à un procès avant détention. Durant la Grande Guerre, la loi sur les mesures de guerre est entrée en action le 22 août 1914, donc direct au début de la guerre, et a été en application jusqu'au 10 juillet 1920, qui était apparemment la date officielle de la fin de la guerre avec l'Allemagne, mais qui dans ma tête est 2 ans après la fin de la guerre en général. Comme quoi... T'as fini en 18. Ben c'est ça, mais comme quoi, you learn something new every day. Les nouvelles vont pas vite. Les nouvelles vont pas vite. Le pigeon, il s'était perdu. Donc, le 15 août 1914, le gouvernement a publié une proclamation s'octroyant le droit d'arrêter et de détenir tous les Canadiens d'origine allemande et austro-hongroise parce qu'ils étaient suspectés de faire de l'espionnage ou juste sous cause probable d'être sauce, et le droit aussi de les envoyer dans des camps et de les détenir là jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à ce que le danger soit écarté.
C'est basically ça. Mais il y avait aussi un autre aspect à ça. À cause de la loi sur les mesures de guerre, les gens étaient aussi obligés de s'enregistrer auprès du gouvernement à titre d'ennemis étrangers, ce qu'on appelle en anglais les enemy aliens. Donc, je vais référer à ça comme les extraterrestres ennemis jusqu'à la fin de mon script parce que je trouve ça drôle. C'est plus le fun. Ce terme faisait référence à toute personne de nationalité canadienne ou non et de citoyenneté canadienne ou non qui avait des racines dans les pays contre lesquels le Canada était en guerre. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, ce fut 80 000 personnes qui ont dû s'enregistrer, hommes, femmes et enfants. 8 579 hommes ont été envoyés dans des camps d'internement, selon les documents officiels, ce qui inclut 5 954 personnes d'origine austro-hongroise, majoritairement des Ukrainiens, mais aussi 2009 Allemands, 205 Turcs et 99 Bulgares. Certaines personnes à charge des hommes internés, comme 81 femmes et 156 enfants, ont aussi été internées, mais cette fois-ci de manière volontaire, pour suivre leur chum/papa. Oh. Chum et papa. J'espère que c'était pas leur chum et leur papa en même temps. Ouais, non. C'est pas correct, ça. Ouais, non. D'autres personnes internées étaient des personnes sans domicile fixe, for whatever reason. J'ai vraiment pas compris ce bout-là. Mais aussi des membres d'associations politiques bannies et des opposants politiques, Camillien Hood, Deuxième Guerre mondiale. Il y avait, pendant la Grande Guerre, 24 camps d'internement sur le sol canadien. From the East Coast to the West Coast, hotel, motel, holiday inn. Alors, la même chose s'est reproduite pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la loi sur les mesures de guerre a été invoquée le 25 août 1939. Donc non, c'est ça, la guerre n'était pas partie en novembre, vu que là, c'était le 25 août. En tout cas, je me suis trompée sur mes dates de guerre. Les dates de Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi tout le monde. Et que t'es pas un bon papa. Je sais, hein. Mais là, en plus, on internait donc des gens d'origine allemande et austro-hongroise, cause, you know, Autriche, puis guerre, peut-être. Puis aussi des gens d'origine japonaise, italienne et juive. Cette Pourquoi fois-ci, juive? Je le sais pas! On va en reparler dans 2 secondes. Ok, cool. M'excuse. C'est boire. Cette fois-ci, non, excuse-toi pas, il y avait plus de 40 camps et on y a interné environ 24 000 personnes au total, majoritairement des hommes. OK. Let's talk about racism. Let's talk about racism. Let's talk about you and me. Yeah! Le racisme contre les Japonais et les gens d'origine nippone à l'époque était déjà terrible, mais là on a double down. Le gouvernement a décrété l'expulsion des citoyens d'origine japonaise dans une zone de 100 000 à partir de la côte ouest, donc à peu près 160 km/h. Non, 160 km/h. Il n'y a pas de kilomètre-heure impliqué là-dedans par tout. 100 000... Blablabla. En tout cas, c'est ça, je suis pas très bonne en calcul mental de conversion de 1000 en kilomètres, mais donc une zone, c'est comme ils ont établi, c'est ça, ce qu'ils appelaient genre un périmètre de sécurité. Fait que là, ils ont expulsé tous les citoyens, même, tu sais, je veux dire, les citoyens canadiens, là, qui étaient comme des enfants d'immigrants et tout, qui étaient citoyens canadiens. Tant qu'il y avait comme des racines japonaises, ils les ont expulsés, puis ils ont relocalisé, ça c'était environ 12 000 personnes, dans des zones qui étaient appelées les Interior Housing Centers. C'était des camps où il y avait des cabanes de fortune qui étaient souvent construites par les gens qui internaient, et qui étaient surtout installées dans des mines abandonnées. Ben voyons C'est donc. ça. Ouais, je sais. Ce n'était pas des camps d'internement à proprement parler, mais en fait, c'en était. C'est ça. C'est juste parce que dans les documents, ils appelaient pas ça de même. Oh, juste sur les mots. On est cheeky. OK, alors, c'était pas des camps d'internement, mais les gens qui étaient là-bas, c'était des familles, là, OK? C'était pas juste des hommes, c'était les hommes, les femmes, les enfants. Ils étaient surveillés en permanence, les activités étaient restreintes, les biens étaient confisqués par le gouvernement au moment où ils étaient relocalisés dans les camps, qui, souvent, le gouvernement, il faisait juste comme les vendre puis empocher l'argent. Ça a forcé plus de 4000 des gens qui ont été internés à ensuite accepter d'être déportés après la fin de la guerre. Mais ils vivent ici. Ouais, mais c'est parce que le Canada, il a vendu leurs biens pendant qu'ils étaient dans des astis de camps d'internement. Ils ont plus rien. Mais ils ont rien non plus là-bas. Ben non, mais le gouvernement, il était comme, ben, ça vous tente de retourner chez vous à la place? Puis il était comme, mais Ben, c'est c'est chez plus nous. chez Puis le eux. gouvernement était comme, non. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Ben, c'est pas assez épouvantable? C'est épouvantable.
Ok, cool. Maintenant, on va parler des personnes italiennes. T'es-tu prête? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Quant aux Italiens, le gouvernement a forcé plus de 31 000 personnes à s'enregistrer en tant qu'extraterrestres ennemis sympathisants de Mussolini. Ils étaient forcés de se rapporter à un poste de la GRC une fois par mois, et ceux qui étaient suspectés d'être littéralement des sympathisants fascistes de Mussolini, eux autres étaient envoyés dans des camps, surtout le camp de Petawawa en Ontario. Ce fut le cas pour environ 600 hommes, ce qui est comme bien moins pire que les 12 000 personnes japonaises random qui n'étaient pas des sympathisants pantoute avec Hirohito et tout. Donc, je veux dire, au moins, les Italiens, c'était si t'étais suspecté d'avoir des sympathies fascistes, tandis que les Japonais, c'était comme, non, on va tout vous round up puis vous mettre dehors. Peu importe vos opinions. I don't get it. Bon, mais là, maintenant, on va parler des personnes juives. Catherine. Tantôt, t'as demandé pourquoi qu'on étendait les personnes juives. Hein? Les Italiens, c'est des personnes blanches. Pour vrai? Ouais. Je m'excuse, I said the quiet part out loud, mais je m'excuse pas vraiment. Wow. How could you say something so true and yet so controversial? And yet so controversial, exactement. Bon ben, gars, c'était pas bien important pour le gouvernement qui étaient les personnes blanches. C'était même pas ça. Fait que là, merci. Merde, tu m'as demandé tantôt pourquoi ils ont interné des personnes d'origine juive. Allez dans le camp, là, vous allez parler, là, puis vous allez faire la paix avec l'amour, OK? Les gens d'origine juive qui étaient internés dans les camps étaient pour la plupart des réfugiés qui avaient fui l'Europe. Je comprends pas tout pourquoi ils étaient envoyés dans des camps, mais à l'origine, plusieurs d'entre eux ont été envoyés dans des camps, donc internés dans des camps de prisonniers de guerre avec des actual prisonniers de guerre, dont des nazis. Mais étaient-tu soupçonnés d'être des espions? Non, c'est juste parce que j'imagine que le gouvernement savait pas quoi faire avec les réfugiés juifs, là. Ce qui est comme pas mal terrible. Ben, il y a tellement d'autres idées. Ben, je sais bien. Fait que là, en tout cas, c'est comme s'il y avait pas déjà assez souffert. Fallait que le Canada les fasse chier encore plus. Come on! Ben, c'est déjà mieux que le bateau qui ont reviré de bord aussi. Mais ça, c'était pas au Canada, ça, c'était aux États-Unis. Fait que les gens d'origine allemande aussi, dont les soldats nazis, les prisonniers de guerre, étaient aussi internés, bien que la majorité des Allemands internés étaient des membres d'associations sponsorisées par l'Allemagne, donc des supposés ou présumés sympathisants nazis. Fait que, en gros, 16 000 Allemands ont aussi dû s'enregistrer auprès des autorités, un petit peu comme les Italiens qui sont des Blancs, les Allemands sont des Blancs, tout le monde est des Blancs. On l'a dit, on est donc bien pas fine. Oh non, je me suis tapé les doigts, désolée. Oh non. Alors, c'est tout pour la petite histoire des camps d'internement au Canada en temps de guerre. Si ça vous intéresse, comme j'ai déjà dit, Dark Poutine, ils viennent juste de faire un épisode là-dessus. Et j'ai utilisé les mêmes sources qu'eux autres, mais eux autres en parlent avec beaucoup plus d'éloquence que moi, fait que je vous conseille d'aller les écouter. Bon. OK. Prochaine partie. De retour à Camillien Hood. Petawawa Woodland. C'est ça le nom. Je sais. Quel beau nom de jeu de PlayStation. Ça ferait vraiment un bon jeu de PlayStation. T'es Camillien Hood, t'es dans un camp à Petawawa, faut que tu passes le temps. Fait que, dès son arrivée au camp d'internement de Petawawa, Camillien Hood a été jeté dans une cellule. Il était 7h du matin, il avait voyagé toute la soirée et toute la nuit pour se rendre jusqu'en Ontario. Des gardiens sont rapidement venus le chercher pour qu'il change son linge de civil pour du linge de prisonnier, mais Camillien Hood était dit plus corpulent que la moyenne selon la patrie du dimanche. Alors, aucun linge de prisonnier ne lui faisait. Il était très grand aussi. Il était grand, il était baraqué. On va dire ça comme ça. Alors, il a eu le droit de garder son suit parce qu'il sortait de sa job à la mairie. T'sais? Il a le droit de garder son suit un peu plus longtemps, mais il était pas au gym. Il était pas au gym pantoute. Et on a fini par lui passer un uniforme du camp. C'était une chemise avec un cercle rouge dans le dos, une blouse avec un cercle rouge dans le dos et un pantalon avec une ligne rouge sur la jambe droite. Est-ce que tu veux deviner pourquoi il y avait tout ce rouge? Pour qu'on puisse les spotter facilement? Oui! C'est pour que ce soit une cible facile pour les gardiens en cas d'évasion. Ah! Yeah! C'est pas juste pour les spotter, c'est pour leur tirer dessus. Fait que, ensuite, Hood... We hunt humans for sports! We hunt humans for sports! Hood... Ok, mais il était cute, Camillien Hood, quand il était jeune. Ouais. Après, il ressemble un petit peu à Alfred Hitchcock. Est-ce qu'on va thirst sur Camillien Hood? Ouais, mais il est quand même, en tout cas... Je sais pas si tu l'aimais déjà, si t'avais déjà du respect pour lui à cause de sa déclaration dans les journaux, mais à mon avis, tu vas peut-être en avoir encore plus en sortant de cet épisode. C'est quand même quelque chose. Ben, il est un conservateur, mais il a quand même parti le jardin botanique, ce que je trouve très cool. Il y a du monde qui nous ont écrit pour nous dire « C'est pas nuancé, vos opinions politiques, pantoute, vous faites juste dire du mal sur les politiciens de droite. C'est absolument pas vrai. Regarde, on dit du mal sur Maurice Duplessis parce qu'il était fucking terrible. D'un point de vue objectif. » Comme... Il a blessé des enfants, là, comme...
Tu mérites pas mon Yeah. respect, Puis monsieur. je veux dire, monsieur. on peut dire des affaires positives sur Maurice Duplessis. On en a déjà dit aussi dans les trucs sur la FLQ. Il a quand même procédé à comme le redressement économique de l'après-guerre. Puis je veux dire, il a fait des choix qui étaient vraiment très douteux, mais d'un point de vue capitaliste, ça a amené bien des richesses ici. C'est juste que ça a amené aussi beaucoup d'Américains puis beaucoup d'anglophones, puis que ça a comme dépouillé de leurs droits pas mal toute la population canadienne-française qui était assujettie au pouvoir de l'Église. Puis c'est ça. Mais gars, on voit les deux côtés de la médaille. Puis je pense que Camillien Hood, c'est la même chose. Je veux dire, c'était un politicien de droite qui avait des idées conservatrices au point de vue, justement, de l'économie et tout. Mais tu sais, au point de vue social, il était plus modéré. Puis je pense qu'on fait un portrait assez nuancé de lui jusqu'à date, là. Bon, ouais. OK, on continue. Hood a ensuite été envoyé dans sa... Après avoir mis son uniforme de cercle rouge partout, il a été envoyé dans sa baraque, qui était une bâtisse conçue pour 48 prisonniers, mais qui en contenait 72. Hood était le détenu numéro 694 du camp de Petawawa. Au camp, les journées étaient longues. Il y avait beaucoup à faire et les tâches étaient réparties surtout en fonction de l'âge des prisonniers. Donc, à Petawawa, il y avait uniquement des hommes. Faut que j'explique ça. C'était surtout, c'est ça, des Italiens et des Allemands. Bon. Et il y avait donc 2 tâches réparties en fonction de l'âge des prisonniers. Comme j'ai dit, les hommes de Petawawa pouvaient bûcher du bois en prévision de l'automne puis de l'hiver qui s'en venait, ou pour ceux qui étaient plus vieux ou pas nécessairement en bonne forme physique, ils pouvaient être affectés à la cuisine. Fait que tu pouvais bûcher des patates ou bûcher du bois. Camillien Hood, quand il a été interné, il avait 51 ans. Donc il aurait pu être de corvée d'épluchage d'oignons et de patates, mais il a plutôt décidé de bûcher avec les petits jeunes, et il s'entêtait aussi à marcher 5 à 10 000 par jour pour se maintenir en forme. Pour ces raisons-là, il s'est rapidement fait une réputation de bûcheur et de marcheur infatigable. De bûcheur. De bûcheur. Lui, il bûche en sacrament. Lui, il bûche en sacrament. Ben, c'est parce que c'est pas des bûcherons, parce que c'est pas leur job. En tout cas, Ouais, you know what I mean? Mais j'ai peut-être utilisé le mauvais mot, c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Dans les premiers temps, Camillien Hood n'avait droit à aucune visite de la part de personne, ni sa famille, ni ses amis, ni des avocats. Personne. Ah, Catherine. Oui. C'est un bon bûcheron. On va l'appeler Camillien Wood. Wood! Ok, j'ai aimé ça. À partir de maintenant, on va l'appeler comme ça. Donc, Camillien Wood... Non, ça va être trop dur à remplacer tout le temps dans ma tête. Mais donc, c'est ça, dans les premiers temps où il était au camp, il n'y avait rien d'autre à faire à part faire des marches de 5 à 10 000 par jour puis bûcher du lever du soleil au coucher du soleil. Il n'avait pas le droit de recevoir aucune visite, même pas de sa famille. Il avait le droit d'envoyer des lettres à sa femme, qui s'appelait Georgette ou Georgiana, comme on dit. Moi, je pense qu'elle s'appelait Georgette. Mais c'est beau, Georgiana. C'est beau, Georgiana, mais dans les journaux, à un moment donné, il disait Georges, qui est pas un nom, comme G-E-O-R. G-E-O-U-S. Georges. Non, il voulait dire qu'elle était gorgeous. Je pense que oui. Mais il écrivait vraiment mal. Elle était gorgeous, en tout cas. Moi, je l'aimais, Georgette Falardeau. Tu la googleras aussi. Mais donc, c'est ça. Yay. Il avait le droit d'envoyer des lettres à sa femme, mais celles-ci, les lettres, étaient énormément censurées par les autorités du camp qui lisaient ces lettres, contrairement à l'histoire de Marlène Chalfun puis Nick Paccione. Là. Ah! Ils ont pas appris de leurs erreurs. Non! Dans ses lettres, Hood expliquait qu'il considérait son internement comme une épreuve qu'il devait endurer au nom du peuple canadien-français dont il espérait avoir le soutien. Je cite un article de La Patrie du dimanche. Hood croit bien s'être constitué le bouclier de son peuple, souffrir l'internement pour la défense de son peuple. Il écrit à sa femme « Si mon internement peut aider le peuple, tant mieux. Si ton sacrifice et celui des enfants l'aident, tant mieux. Il fait tellement pitié et nous lui devons beaucoup. » Fin de la citation. Donc, le monsieur s'est dit m'être tough pour le peuple, et je fais ça pas pour moi, mais pour les Canadiens français, parce que je veux dire, il était pas menacé par la conscription, Camillien Hood, là, il faisait pas ça pour lui. Hood n'avait... Ça me fait penser aux lettres des patriotes échangées avec leurs femmes. Ouais, il y a beaucoup d'extraits de lettres, tu vois, c'est ça qui va te faire croire que l'amour existe encore. La correspondance, moi là, comme screw les autres correspondances romantiques du monde, là, comme moi je veux genre une pièce de théâtre adaptée de la correspondance de guerre de Camillien Hood puis Georgette, là, c'est bien trop cute. Oh, mais de Lorimier puis sa femme aussi, c'était pour ce qu'ils se disaient. Je sais. Donc Hood n'avait pas non plus le droit de recevoir son avocat, qui avait un nom magnifique. Let's go. Celui-ci était Ligory Lacombe, député libéral au fédéral. Ligory. Ligory Lacombe. Ligory. Ligory. L-I-G-O-R-I. Ligory. OK.
Donc, comme certains amis de Hood, Ligory Lacombe remettait en question la légalité de son arrestation sans procès ni procédure officielle. Il a déposé une requête pour avoir le droit de rencontrer Camillien Hood et le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, l'a référé au secrétaire d'État. Le secrétaire d'État l'a référé au général Édouard Panay et le général Édouard Panay était absent d'Ottawa. Fait que la demande est comme tombée entre les cracks. Oh, excusez. Tout le monde avait l'air de s'en foutre un peu de l'internement de Camillien Hood. Surtout ses ennemis politiques. Donc là, lui, il s'est fait interner, Camillien Hood, au début août. Là, l'enregistrement tirait à sa fin, fait qu'on était à la fin août. Mais certaines autorités en appelaient à ce que les dissidents politiques qui parlaient contre le gouvernement fédéral soient internés pour 5 à 10 ans après la fin de la guerre, histoire de nip it in the bud. What? L'échevin montréalais John Kerry, qui n'était pas John Kerry, le politicien américain. Donc, un échevin... Est-ce que tu sais c'est quoi un échevin? Non. C'est comme un conseiller municipal. Donc, John Kerry travaillait à la mairie de Montréal avec Camillien Hood. Il a demandé au premier ministre fédéral de libérer Camillien Hood, mais celui-ci a juste ignoré la requête en pelletant ça dans la cour du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, qui a peut-être chippé ça encore au secrétaire d'État général, qui a chippé ça à Édouard Panay, qui a chippé ça à personne pantoute dans la corbeille à papier. Et la maison des fous dans Astérix. Oui! On arrive donc en automne. Un grand ménage s'est organisé à la mairie de Montréal. Adhémar Reynaud a été élu à la mairie en l'absence de Camillien Hood, remportant le titre de maire contre Léon Trépanier. Léon Trépanier, c'était un des amis de Hood et c'était, pour ainsi dire, son lieutenant pendant son absence. En fait, Léon Trépanier, on va en reparler plus tard, mais pendant que Camillien Hood était interné, là, Georgette, sa femme, Georgette Falardeau-Hood, je trouve ça important de nommer les noms des femmes au complet, parce que, je veux dire, dans tous les articles, il était comme Madame Hood, Madame Hood, Madame Hood. Puis j'ai dû faire un petit peu de googling pour comprendre c'est quoi son prénom à Madame Hood. Fait que Georgette, là, elle faisait du lobbying politique big time. Puis dans son salon, elle recevait les amis de Camillien Hood, puis c'est elle qui avait comme poussé Léon Trépanier à se présenter à la mairie, puis elle était comme, tu vas prendre le siège à Camillien, puis quand il va revenir, il va pouvoir le récupérer. Mais Léon Trépanier, qui s'appelait aussi Léonard, mais tout le monde l'appelait Léon. En tout cas, il a perdu contre Adhémar Reynaud, qui avait un nom incroyable. Reynaud, lui, était... Mais Georgette! Georgette est incroyable. Reynaud était un candidat dit modéré, qui représentait pour plusieurs les intérêts du fédéral à Montréal, et son élection signifiait la mise en tutelle de la ville par le gouvernement fédéral, ce que le monde va pas trop triper dessus dans pas très longtemps. Pendant ce temps-là, le gouvernement. C'était littéralement le gouvernement. Ah oui. Pendant ce temps-là, Camillien Hood subissait au camp de Petawawa de nombreuses tentatives de démoralisation. Il était plus étroitement surveillé que les autres internés. Sa correspondance avec sa femme était lourdement censurée ou mutilée sans raison pour le citer. C'est ça que lui disait. Fait qu'il chopait des bouts de page puis il mettait le petit Sharpie puis tout. Malgré tout, Camillien Hood, il thrivait. Sliving, #sliving comme dirait Paris Hilton. Slaying, living his best life, il inspirait les autres prisonniers du camp. Il travaillait aussi fort, sinon plus fort que les jeunes, et passait ses temps libres à marcher en long et en large de l'enceinte du camp. Au bord de l'enceinte du camp, en tout cas. Il est ressorti de là, non, mais il est ressorti de là, puis il avait perdu énormément de poids, pour vrai. Mais c'est aussi parce que, comme la bouffe qu'il donnait à manger dans les camps d'étonnement était terrible. Il était traité plus durement que les autres, mais jamais il ne s'abandonnait au désespoir. Pour l'encourager, sa femme Georgette lui envoyait des journaux qui parlaient en bien de lui. Ils étaient rares, tout le monde avait peur de se faire arrêter à cause de la censure, on les comprend. Elle lui envoyait aussi de belles lettres où elle lui disait des choses comme ceci. Oh. « Tiens-toi, donne l'exemple, je suis fière de toi. Ta belle attitude t'a valu des haines et le chemin de l'exil, mais t'as mérité l'estime de tout un peuple et te vaudra de plus grandes victoires. » Oh, Georgette! J'ai failli dire une niaiserie que Georgette, elle envoyait des nudes. Je me sens mal. Non, elle envoyait pas des nudes. Okay? Elle envoyait des belles lettres bien écrites comme ça. Tiens-toi, il donne l'exemple. C'est magnifique. En tout cas, Hood jouissait parce qu'il travaillait très fort et qu'il, justement, était constamment super upbeat et ne s'abandonnait jamais au désespoir. Il jouissait d'un certain prestige dans le camp de Petawawa. Ses compatriotes, j'ai décidé d'appeler ça de même, l'admiraient, allant même jusqu'à lui donner des cadeaux de Noël en 1940, à Noël 1940. Ben, pardon. J'ai trouvé une belle roche, tu peux la garder. Non, mais c'est quasiment ça. Les cadeaux étaient surtout des figurines en bois gossées par eux-mêmes, tu sais, parce qu'ils ont rien d'autre. C'est que... Oh. Ben là, c'est donc bien wholesome.
Je sais, c'est vraiment wholesome. Mais ce n'était pas tous les prisonniers qui aimaient Hood. Il y en avait certains qui étaient des maudits stools qui essayaient de s'attirer les faveurs des gardiens en étant des maudits stools et en stoolant le monde. Par exemple, il y a un prisonnier qui est allé voir les gardiens pour leur dire que Camillien Hood planifiait une tentative d'évasion. Ce n'était pas vrai, mais qu'à cela ne tienne, Hood a été condamné sans procès ni plus de procédure à 19 jours au cachot, au pain sec et à l'eau. Maudit stool! C'est ça. En sortant du cachot, Hood a été affecté à une nouvelle baraque et la vie dans le camp d'internement a repris comme avant. Prochaine partie. Qu'en dit-on dans les journaux? Qu'en dit-on? Tell me more, tell me more. Did you get very far? Tell me more, tell me more. What's he doing in Petawawa? Fait que, à Montréal, les gens n'avaient pas oublié Camillien Hood. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en comme qu'ils disent. Par contre, dans les journaux, on ne parlait pas en bien de Camillien Hood parce que, à chaque censure. Le journal Le Canada se limitait à des allusions méprisantes. Le journal Le Jour de Jean-Charles Harvey félicitait le gouvernement fédéral et prédisait que sous peu, Camillien serait complètement oublié de presque tous les Canadiens de langue française. Dans Le Soleil, on mettait le peuple en garde. Big if true, monsieur. C'est pour ça que je fais un épisode là-dessus, c'est parce qu'on a tout oublié Camillien Hood. Donc, dans Le Soleil, on mettait le peuple en garde, et je cite, « Ce châtiment exemplaire avertit les contemplateurs de la loi du sort qui attend ceux qui prétendent s'opposer à son application. » Fin de la citation. La presse affirmait aussi que la gendarmerie avait trouvé dans la chambre de Camillien Hood à l'Hôtel Mont-Royal, et je cite, « un plein tiroir de cravates, une trentaine de complets, une quinzaine de robes de chambre, et pas moins de 25 paires de souliers. Quant aux chemises, il en avait environ 200. » Il vivait-tu dans un labé? C'était censé être un argument. Non, vous êtes pas chez Camillien Hood, vous êtes au labé, monsieur. Excusez! Mais donc, ça, c'était censé être un argument pour le rendre antipathique aux yeux du peuple. Ben non, Je sais pas, là. il va devenir un fashion icon. Ben, il était comme un fashion icon. Mais je veux dire, il y avait des beaux sauts, là, Camillien Hood, là, les photos qu'on a. En tout cas. Mais malgré tout, l'opinion populaire semblait favoriser Hood à plusieurs égards. Le peuple parlait de lui à mots couverts par peur de censure et ses amis politiques se faisaient rares, mais se faisaient quand même. Le 24 juin 1941, donc l'année d'après, la parade de la Saint-Jean à Québec a été rebaptisée la procession à Camillien, en son honneur. I know. Wow. Et le frère Robert, un... Quand la police vient arrêter toute la parade. Oui, it's the sound of the police. Alors, mais non, on se rappelle ce qui est arrivé à la parade de la Saint-Jean en 70, parce que... Non! Le frère Robert, qui lui était un dos du collège Mont-Saint-Louis, qui était invité à faire un speech sur l'astronomie, a, pour une raison qui m'échappe complètement, mentionné Camillien Hood dans son speech, et il y a eu une salve d'applaudissements qui a suivi. Ça, c'est juste comme pour montrer que comme le monde, il soutenait Camillien Hood. Je sais pas c'est quoi le rapport avec l'astronomie. Qu'est-ce qui se passait au collège Saint-Louis? Les as sont alignés pour Camillien. On était comme ouh. OK, donc à la fin 1941, puis là, ça fait plus qu'un an qu'il est en prison, yes sir, les autorités ont enfin consenti à un adoucissement des mesures d'emprisonnement et Camillien Hood pouvait enfin recevoir de la visite. Tabarnak! Sa femme Georgette et sa fille aînée, je pense que c'était Madeleine. Je suis pas sûre, c'est Madeleine ou Marthe, bon, ont organisé le voyage. À ce stade-ci, elles étaient comme... Tout le monde dans l'autobus. Tout le monde dans le train, en fait. On va acheter des snacks avant. Mais c'est ça, à ce stade-ci, elles étaient comme pas mal dans le pétrin financièrement parce que, tu sais, les femmes ne pouvaient pas vraiment travailler dans le temps. Fait qu'elles étaient pauvres en l'absence de Camillien Hood, qui s'étirait depuis 16 mois déjà. Pour se payer le billet de train, elles ont donc décidé de vendre les meubles Louis XV qu'elles avaient dans leur salon. Hood leur a... Louis XV. Oui. Hood leur a demandé de lui apporter une poêle à frire, un gallon d'huile Mazola, 2 livres de fromage italien et 3 livres de poisson fumé. Ce qui est quand même... Fromage italien, maudite princesse. C'est quand même chill, je sais pas ce qui se passe avec ça, en tout cas. Fait qu'il y a... Bon. Du italiano de craft. Oh yes, tu parles Parmigiano Reggiano. Ah, c'est du Velveeta. Alors, Georgette et sa fille Madeleine, leur fille, elles sont arrivées pour lui rendre visite le 6 janvier 1942. La visite a duré seulement 30 minutes. Et Georgette, qui était brave et courageuse et persistante, était de retour à Petawawa en février.
Elle avait désormais droit à des visites mensuelles, mais en raison des coûts et de la distance, parce qu'elle ne semble pas conduire de char, parce qu'elle était, vous l'aurez deviné, une femme! Merci, Audrey! Les visites se faisaient de plus en plus espacées, et de plus, les visites étaient censurées, comme les lettres de Georgette à Camillien, et devaient seulement s'en tenir Les visites étaient censurées? Oui! Quand il parlait avec quelqu'un avec un air horn. Mais non, mais il était surveillé pendant les rencontres, tu sais, puis il avait juste le droit de se voir pendant comme 30 minutes, puis c'est ça, c'était pas des visites conjugales, mettons. Puis il avait juste le droit de parler, justement, de questions de ménage et de questions domestiques, il avait pas le droit de parler de politique. Georgette, qui avait des moyens cojones, a décidé de braver ses ordres dans une visite subséquente et elle a été sermonnée par les gardiens qui lui ont dit, sans rire, « Vous allez venir rejoindre votre mari si vous continuez comme ça. » Ce à quoi la brave Georgette, qui était la real MVP de l'histoire, a répondu, « J'y suis prête, ce serait un honneur. » Wow, Georgette! Elle était hot, Georgette. C'est devenu ma préf, Georgette. Oh my god! C'est ma préf dans toute cette histoire-là. Georgette a fait une autre visite en compagnie de 2 de ses filles, je pense que c'est les plus vieilles, Madeleine et Marthe, puis en prévoyait une autre pour juin 1942, qui n'a jamais eu lieu puisque Camillien Hood a été transféré dans un autre camp d'internement, celui de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. À ce stade-ci... On voit du pays, là. Pardon? On voit du pays. On voit du pays. Ben, il y avait toute une affaire, puis je pense que je l'ai pas écrit dans mon script, fait que, au début... Les autorités ont menacé de l'envoyer dans un camp sur la côte ouest. Puis d'après mes recherches, un des seuls camps qu'il y avait, qui était dans ce type-là, des camps d'internement, il était en Alberta. Ça aurait été vraiment très très loin. Puis Georgette, elle, c'est ça, elle faisait beaucoup de lobbyisme, comme j'ai dit. Elle a passé tout le temps où il était interné à écrire des lettres à tout le monde, le premier ministre provincial, fédéral, tous ses amis, les anciens députés avec qui il travaillait, tu sais, pour vrai, elle se battait fort. Puis là, elle a écrit justement au premier ministre Mackenzie King, puis au ministre de la Justice, Ernest Lapointe, là, de tantôt, qu'il pouvait pas l'envoyer en Alberta, c'était bien trop loin, qu'elle allait être bien trop loin de sa famille. Il fallait qu'il l'envoie plus proche de Montréal. Il y avait un camp qui était à Hull. Fait que ça aurait été déjà plus proche que Petawawa. Fait que, finalement, ils ont décidé, mais on l'enverra pas en Alberta, mais on va l'envoyer en Nouveau-Brunswick, fuck you. C'est ça. Bon, à ce stade-ci, on parlait de... On va manger du homard. Ouais, pis de la bonne poutine au bouillon de poulet, puis au shredded cheese. On parlait de plus en plus de Camillien Hood à ce stade-ci dans les sphères publiques et politiques. Sur la scène montréalaise, les Montréalais étaient de plus en plus mécontents d'être sous la tutelle, celle qui avait été placée sur la ville suite à l'arrestation du maire, et sur la scène fédérale, de plus en plus de politiciens osaient braver la censure et questionner la conscription qui semblait imminente, parce qu'elle n'était pas encore arrivée à ce stade-là. Donc John Kerry, l'échevin montréalais dont je vous ai parlé tantôt, prenait depuis le début la parole en soutien à Hood, et il a écrit à Georgette « J'estime que votre mari a été très injustement traité et que les véritables criminels sont les responsables de son internement prolongé. Je suis surpris et déçu de l'attitude apathique de ses anciens amis. La détention prolongée de l'ancien maire de Montréal constitue un grand scandale et ne fait pas honneur aux membres de notre gouvernement. » Avec raison, comme t'as dit. Kerry... John Kerry a entrepris des démarches auprès du gouvernement concernant le sort des internés et plus précisément celui de Camillien Hood. Après tout, on le rappelle, celui-ci est interné depuis près de 2 ans sans jamais avoir subi de procès ni d'avoir reçu de décision judiciaire officielle. Le secrétaire du ministre de la Justice a répondu à John Kerry que, pour que le cas de Camillien Hood soit examiné, Camillien Hood lui-même devait signer une requête. John Kerry lui a répondu que, et je paraphrase bien sûr, ça n'avait pas d'esti de bon sens. Si le ministre de la Justice avait le pouvoir de faire interner un homme sans procès, il avait aussi celui de le faire libérer sans procès. Tu sais? Kennedy a répondu... It goes both ways. Ouais, c'est ça. Kennedy a répondu Louis Saint-Laurent, qui était le nouveau ministre de la Justice, remplaçant Ernest Lapointe, qui lui était mort. Fait que Louis Saint-Laurent, c'est notre nouveau arch-némésis de l'histoire. Il a répondu non, on va pas le libérer, il faut qu'il fasse lui-même la demande. Camillien Hood, quant à lui, ne voyait pas ça d'un très bon œil et il n'avait aucune envie de supplier qui que ce soit pour être libéré. Il écrit à sa femme « Si l'on parle de me libérer, que ce soit sans condition aucune. » Donc il n'allait pas se mettre à genoux pour le gouvernement. Lui, là, il se tenait debout pour ses idées et ses convictions. Le 4 août 1942, le conseil municipal, désormais dirigé par un nouvel élu du nom de J. Omer Asselin, un bel homme d'affaires marié à une riche famille d'anglophones, yes sir! Le conseil municipal s'est donc réuni avec le nouveau maire
Au début de la séance, un échevin du nom de Joseph-Marie Savignac, qui est un ami de Camillien Hood, a créé toute une sensation en suggérant que le Conseil fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour faire libérer Camillien Hood. En apprenant cela, l'ancien maire craignait qu'on ne le force dans une telle situation à admettre une faute et à demander pardon. Il a donc instruit sa femme de parler à Savignac et de l'intimer de ne rien faire avant qu'ils se soient vus, Camillien et Georgette. Mais quand se reverrait-il? Cue la petite musique romantique. En octobre 1942, ça fait un esti bail, Georgette a vendu les derniers morceaux de son salon Louis XV pour se payer le voyage qui prenait 1 journée et demie chaque bord, soit 3 jours aller-retour. Camillien Hood se trouvait désormais dans le camp 70, dans une forêt de pins près de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Georgette Hood était, je l'ai déjà dit, la vraie MVP de l'histoire. Pendant que Camillien Hood était interné, elle faisait pression auprès des échevins, des politiciens, des députés et aussi des journalistes. Elle a même demandé aux autorités fédérales de transférer Camillien Hood au camp de Hull, comme je l'ai déjà dit, j'ai tout déjà raconté ça. Mais sa demande a été refusée sous prétexte que, ça je l'avais pas dit, c'est pas Hood qui avait fait la demande lui-même. Elle est une femme! Ah non, c'est peut-être aussi parce qu'elle était une femme! Oh, bon. Donc, t'as pas le droit de demander des choses. T'as pas le droit de demander des choses, puis tant que Camillien Hood fait pas les demandes lui-même, on va pas les considérer, même quand... mais par exemple, foreshadowing, même quand il va les faire lui-même, on va pas les considérer. Hey, non, mais dans ma tête, là, le gouvernement fédéral libéral à ce stade-là, c'est comme le Dr. Evil dans Austin Powers, là, puis ils font juste comme flatter leur chat. C'est ça. Oh boy! Fait que là, bravant les directives des gardiens du camp, Georgette faisait aussi constamment allusion à la politique dans ses lettres qui étaient interceptées sans préavis et shippées directement au gouvernement sans que Camillien puisse les lire. Camillien Hood s'ennuyait de sa femme et lui a donc demandé d'arrêter d'enfreindre les règles pour s'assurer que ses lettres se rendent bien à lui. Il a écrit « J'ai tellement besoin de te lire souvent. » Oh! Ils sont bien trop cute, j'en reviens juste pas. C'est cute, hein? Fait que là, il a dit, c'est ça, arrête de braver les règles, puis envoie-moi des lettres parce que j'ai besoin de te lire. Oh, tellement beau! Entre-temps! Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement pis sont comme ma date, t'es même pas foutue de me texter. Eux autres, ça faisait... À ce stade-là, là, on est rendu fin 42, ça fait comme plus de 2 ans qu'il est dans un camp. Oh! Bon. Entre-temps, Joseph-Marie Savignac, l'échevin de tantôt, a obtenu l'autorisation de rendre visite à Hood en sa qualité d'avocat. Fait qu'il n'était pas l'avocat de Camillien Hood, mais il a dit « Je suis avocat ». Puis on dit « Ok, c'est correct, tu peux aller le voir d'abord ». Il s'est pointé... Je suis avocat, oui! Voyelle. C'est moi! Il s'est pointé sans s'annoncer pour éviter qu'on installe des micros pour les espionner. Smart. Il était bien ému à la vue de son ancien chef et apparemment il se serait mis à pleurer en le voyant, parce que, tu sais, à ce stade-ci, c'est ça, Camillien Hood, il a perdu beaucoup de poids, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même comme... Aller visiter quelqu'un dans un camp d'internement, là, je vais faire une petite parenthèse triste, là, mais je veux dire, moi, quand j'étais à l'hôpital, à l'automne passé, quand mon chum, il venait me voir, il pleurait, là, parce que c'était juste triste de venir me visiter dans un hôpital, tu sais. C'est ça. Voilà, c'est normal. C'est pas, mais... c'est pas des belles retrouvailles à l'aéroport. Non, pas pantoute! Mais Camillien Hood a tenu à rassurer Savignac en lui disant... Une phrase que je trouve pas rassurante pantoute. « Savignac, ils me sortiront d'ici dans un cercueil, mais je ne me mettrai pas à genoux. » Pas sûr que c'est ça qu'il voulait entendre, Savignac! Quelqu'un qui se tient drette. Non! Non, on a besoin de toi, là! T'es une femme pis on veut pas que tu meurs, là! C'est pas ça! Fait que 2 autres hommes ont aussi reçu l'autorisation... Chill, dude, chill! Bon, 2 autres hommes ont aussi... reçu l'autorisation de venir rendre visite à Hood. C'était Léonore / Léon Trépanier, son ami qui s'était présenté à la mairie pour le remplacer 2 ans auparavant, et Jean-Louis Ledoux. Les 2 se sont présentés comme l'avocat et le créancier du détenu. C'est pour ça qu'ils ont eu la permission de parler. Parce que si t'étais juste son ami, t'avais pas le droit d'aller au camp. Tu sais, même Georgette, c'était comme vraiment limité, tu sais, la quantité de fois qu'elle pouvait le voir et tout. Fait qu'ils sont arrivés le 7 décembre 1942. Et les 2 hommes ont prié Camillien Hood d'accepter de signer tout ce qui était nécessaire à sa libération. Encore une fois, Camillien a refusé.
Après tout, le ministère de la Justice n'avait jamais promis de le libérer, seulement d'examiner son cas. Il était donc possible qu'il souhaitait qu'il signe plein de documents pour révoquer ce qu'il avait dit, tu sais, et ensuite évaluer sa situation, puis refuser sa libération pour l'humilier davantage dans l'œil du public, ce qui semblait être le plan du gouvernement, effectivement, selon la patrie du dimanche. Fait que Camille Hood était plus smart que ça. Oh là 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 là. Sa famille est aussi venue lui rendre visite en janvier 1943. Ça fait longtemps, c'est bol. Et sa famille l'a trouvé toujours aussi courageux et frondeur qu'avant. Hood était le meilleur scieur du camp, parce qu'apparemment, il sciait du bois, en plus de juste bûcher du bois. Mais aussi le... Camillien Wood. Il était aussi le meilleur joueur. Il y en aura plus de forêt dans Fredericton. Non, là. c'est ça. Il était aussi le meilleur joueur d'échecs et le meilleur patineur, un titre que Camillien Hood ne voulait pas céder à un Allemand ou à un Italien par orgueil patriotique. Fuck you! Mais ça n'a pas rapport avec la guerre, c'est juste comme, je suis un Canadien, je vais patiner mieux que vous. C'est comme, en tout cas... C'est notre sport, fuck you! Ah, pardon, mon Dieu, j'ai la... Tout vous clenchez au hockey! Ouais! Tu seul! Hey, c'est la... Comment qu'il appelle ça, la ligue du siècle, ou je sais pas quoi, là? Ouais, la série du siècle, c'est ça. Les filles de Hood, mais là, c'est pas ces 3 filles. Je pense que c'est seulement Madeleine puis Marc qui avaient eu le droit de venir. Il y en avait une qui avait... C'est ça, Georgette... Tabarnak, qu'est-ce que Georgette avait fait la demande pour venir visiter Camillien Hood avec ses 3 filles. Puis on dit, ben, tu peux venir, mais tu peux juste en amener 2. C'est cave, là. C'est tellement cave. Fait que, bon, ces filles voulaient aussi supplier leur père de signer des documents pour que son cas soit examiné par le ministère de la Justice. Mais celui-ci a, vous l'aurez peut-être déjà deviné, refusé de nouveau. Elles ont tout de même quitté le camp, encouragées par son attitude brave et inspirante. Tu sais, parce que, je veux dire, c'est ça, c'est juste Joseph-Marie Savignac là, qui braillait en le voyant. Là. Lui, il était comme... j'endure et je perdure et I'm gonna make it through, puis c'est ça. #Sliving. C'est ça. Excusez, là, mais lui, il était beaucoup plus #Sliving que Paris Hilton, là. Fallait que je le dise, là. Ouais. À répétition, le ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent, qui avait zéro chill, a refusé d'évaluer le dossier de Hood parce que celui-ci n'en avait pas fait lui-même la demande, même si tout le monde semblait l'avoir demandé à sa place, y compris sa femme et son avocat, Ligory Lacombe, qui vient de revenir dans l'histoire. Enfin, le 10 mai 1943, Camillien Hood a enfin demandé à ce que son dossier soit évalué. Dans une lettre à P.M. Anderson, le sous-ministre de la Justice, Hood a demandé sa libération pure et simple. Il a écrit dans sa demande « Je vous ferai observer que ces commissions ne sont pas tenues pour suivre la procédure des tribunaux réguliers et que leurs membres remplissent plutôt le rôle d'accusateur que celui de juge, et que leurs recommandations sont d'ailleurs agréées et rejetées selon le bon vouloir du ministre de la Justice. » De shade. Il y a beaucoup de shade, là. Camillien Hood, il avait toute une verve. Il a enchaîné « Si je suis dans l'obligation de rester prisonnier du gouvernement, j'insiste pour être transféré dans un camp plus près de ma famille, de préférence dans Québec. J'ai fait plus d'une demande à ce sujet. Toutes ont été refusées. Cependant, la même demande a été accordée à 70 personnes d'un coup qui ont été transférées de Petawawa dans Québec et à 18 autres qui ont été transférées de Fredericton à Petawawa, ainsi qu'à 14 autres plus récemment de Fredericton dans Québec. Je demande encore une fois au ministre de la Justice dont je suis le prisonnier de recommander au département de la Défense nationale de me faciliter, par un transfert, les visites de ma femme, de mes enfants et de mes avocats, au besoin. » Fin de la citation. Ça a le mérite d'être clair. Yep. Le surlendemain. Il appelle un chat un Effectivement. chat. He's calling the cat a cat. Le surlendemain, René Chaloux... Hey, il y avait tous les beaux noms que j'avais, c'est le premier qui me gosse. C-H-A-L-O-U-L-T. Chaloux? Bon, Chaloux. René Chaloux, député pour l'Union nationale, a présenté une motion à l'Assemblée nationale pour demander qu'il fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour faire libérer Camillien Hood. Le président de la Chambre a refusé les discussions sous prétexte qu'une telle demande enfreindrait les règlements fédéraux. Maurice Duplessis a renchéri en disant que, après tout, Camillien Hood n'avait pas demandé à être libéré, seulement à être plus proche de chez lui. Ah! Haha! Maurice! Loophole! Ta gueule, Loophole! Maurice! Ta gueule! C'est ça, voilà. Enfin, le sous-ministre de la Justice a annoncé à Camillien Hood que sa cause allait être entendue par un comité consultatif. Celui-ci s'est tenu en mai 1943 et il était constitué des juges
M.A. Meller de Sarnia en Ontario, W.M. Dixon d'Ottawa et Robert Taschereau, ironiquement le fils de Louis-Alexandre Taschereau qui était le grand ennemi de Camillien Hood dans les années 20. Était-ce un hasard? Était-ce un conflit d'intérêts? Non et oui. En effet. Peut-être. Donc, en tout cas, ils ont demandé à Camillien s'il retirait ses propos du 2 août 1940, ce à quoi il a répondu non, pas pantoute. Et Camillien Hood, procédé à exposer pendant 1h30 toutes les promesses politiques faites par les libéraux qui, auparavant, s'étaient fermement opposés à la conscription, on s'en rappelle. Le comité consultatif, malheureusement, n'avait aucun pouvoir décisionnel et c'était comme qui dirait une esti de perte de temps parce qu'ils ont juste dit qu'ils allaient envoyer le dossier au ministère de la Justice. On est de retour où on avait commencé. Bravo les boys. Le président du comité a aussi remis à Hood un document qu'il l'a invité à signer, celui-ci stipulant 3 clauses. Clause numéro 1. Hood s'engageait à obéir à toutes les lois en vigueur. Clause numéro 2. Hood s'engageait à ne rien dire ou faire pour encourager les gens à nuire à l'effort de guerre. Et clause numéro 3. Hood s'engageait à faire, au contraire, tout en son pouvoir pour aider l'effort de guerre. Et Camillien Hood a dit qu'il ne signerait pas. En rentrant... You can eat my manger shorts. mes boxeurs du Calvin Klein. En rentrant au camp 70, les autres inmates pensaient qu'ils allaient célébrer la libération prochaine de Camillien Hood, mais Hood a dit qu'il pariait un paquet de cigares que sa demande de libération serait rejetée. Et il a gagné son paquet de cigares parce qu'en effet, le 2 juin 1943, Ligory Lacombe a discuté de la chose avec le ministre de la Justice, le maudit Louis Saint-Laurent, et celui-ci a confirmé que le comité consultatif avait recommandé de continuer l'internement de Camillien Hood et que le ministre lui-même avait acquiescé à leur demande. C'est pas ma faute, c'est eux autres, mais en fait, eux autres, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel, c'est moi qui prends la décision, mais je prends la décision de suivre ce que les autres ont dit. Oh boy. I know. Ça achève, inquiète-toi pas. Bon, quand elle a appris la nouvelle, Georgette était bien découragée. Camillien, quant à lui, faisait toujours preuve de son sang-froid légendaire. Il lui a écrit « Je leur ai dit que si j'avais perdu mon bouton de collet, je serais furieux. Mais la perspective de quelques années de plus d'internement quand on n'y peut rien et que l'on est convaincu d'être dans le bon chemin et d'être utile à toute une race, cela s'endure mieux que les tracasseries du quotidien. Ils ont ri, et moi aussi. Je continue mes exercices physiques pour être bien en forme le jour de la délivrance. Tu as dû être débordé. Je ne sais comment tu as pu faire face à tant d'appels et à tant de monde. Mon sort est préférable au tien. Je n'ai en somme qu'à me laisser vivre, tandis que tu as toutes les responsabilités. Il est vrai que tu as tous les courages. La providence te prodigue tous les embarras. » Fait que c'est ça, il s'est comme résigné à rester là ad vitam aeternam, puis il a dit à Georgette, en tout cas, moi je t'envie pas parce que c'est comme pas mal dur ta vie, puis je suis vraiment désolée que ce soit dur pour toi, puis fais-toi-en pas pour moi parce que il était vraiment, vraiment, vraiment très, très... d'une force de caractère assez incroyable. Hihi. Il a dit, inquiète pas, je vais devenir swole. OK. Prochaine partie. La libération du chief de Magog, lol. Non, c'est pas Vincent Lacroix. Mais la libération du chief! En 1900... De Montréal. Du Montréal. En août 1943, Roosevelt, Churchill, Mackenzie King et leurs états-majors se sont réunis à Québec dans le but de, et je cite la patrie du dimanche, préparer les étapes décisives de la domination anglo-saxonne sur le monde. What? Take it down a notch. Juste un peu, puis en passant, c'est pas arrivé. Fait que... Ça sonne pas positif partout. C'est comme moyen, là, je veux dire. Ouais, comme, en tout cas. Ouais, bon. What? Et ma réponse. Joseph-Marie... Quoi, il prévoyait l'arrivée des Beatles? Ouais, c'est la Beatlemania. Tantôt, il y a la Camillien Mania qui s'en vient, mais c'est ça, c'est... bon, Joseph-Marie Savignac, le grand bro de Camillien Hood, a fait appel à Winston Churchill lui-même dans une missive interminable qui incluait le segment suivant. Pour des paroles et des gestes plus graves, des citoyens ont eu leur procès, plusieurs ont été élargis sans procès, et d'autres nullement inquiétés. Vous êtes réunis ici pour assurer la liberté des peuples. Allez-vous penser à celle des individus? Fin de la citation. Tout ça pour finalement se faire répondre, non pas par Winston Churchill lui-même, mais par son secrétaire, que c'était une question qui relevait uniquement des autorités canadiennes, puis comme we don't care. Winston Churchill s'en balance. Le 6 novembre 1943, Camillien Hood, qui devait commencer à être tanné rare, a écrit à l'adjoint parlementaire du ministre de la Justice pour lui redemander sa libération, expliquant qu'il est prêt à signer les papiers qu'il a refusé à signer en mai 1943. L'adjoint parlementaire, qui s'appelait, si j'ai bien compris, Joseph Jean Hood, mais comme aucune relation à Camillien Hood.
En tout cas, il a... Enfin, il y a plusieurs Mais je pense, mais au début, c'était pas clair, puis il avait l'air de dire que comme Joseph Jean était son fils, puis je suis comme, il n'y a pas de fils, puis j'étais vraiment confuse. C'est pas son fils, c'est juste comme le secrétaire de la justice, en tout cas. L'adjoint parlementaire, pardon. Joseph Jean Hood a transmis la demande à son boss, le maudit Louis Saint-Laurent. Le ministre Saint-Laurent a dit que Camillien devait, s'il voulait redemander sa libération, passer par les canaux traditionnels au lieu de contacter l'adjoint du ministre. Hey, c'est ça la voix dans ma tête, là, pendant tous ces tatouinages niaiseux. Ouais. De passer la demande à moi directement. Hey, c'est... Alors, c'est du tatouinage de Camillien Hood a ensuite envoyé la même demande directement à Saint-Laurent et 16 jours plus tard, il a reçu une réponse. On l'a invité à se présenter de nouveau devant le maudit comité consultatif inutile du Calice l'année suivante. Donc, en 1944. OK, Hood a donc pris un moment pour réfléchir. Il avait comparu devant le comité en mai 43, ça n'avait pas mené à grand-chose, mis à part semer la confusion dans la tête du monde quant aux convictions de Hood. En plus, ils ont refusé sa libération. Est-ce que c'était à cause de son témoignage ou de son refus de signer les papiers? Si c'était à cause de son témoignage, nul ne servait de retourner devant le comité parce que les opinions de Hood n'avaient pas changé. Et si c'était à cause des signatures, nul ne servait d'y retourner parce que Hood se disait prêt à signer ce qu'il pourrait faire sans comparaître devant un comité. Tu sais? Alors, le 17 janvier, le sous-ministre de la Justice a demandé à Hood une réponse officielle quant à cette histoire de nouvelle comparution, et celui-ci a répondu, et je cite, « Une première comparution devant le dit comité consultatif ne m'ayant point valu ma libération, mais ayant plutôt prêté à confusion dans l'esprit du public, je désire m'en tenir dorénavant à mon idée originale. Originale à plus d'un point de vue, de ne recouvrer ma liberté que par ordre en conseil, c'est-à-dire par la même procédure que le gouvernement a cru devoir employer pour m'interner. » En outre, vu que certains intéressés sont actuellement fort occupés à disséminer une interprétation fantaisiste de mon consentement à signer la formule usuelle soumise à chaque interné lors de la libération, je désire vous faire part qu'afin de mettre fin de façon formelle à toute interprétation erronée, j'ai décidé que même si j'étais libéré, je ne signerais aucun document qui puisse être considéré par qui que ce soit comme pouvant me priver d'une seule parcelle de mon droit strict d'exprimer publiquement mon opinion sur n'importe quel sujet que, à mon sens, le public pourrait avoir intérêt à entendre. Tout un homme, ce Camillien. Tout un speech. Peu importe nos allégeances politiques, on peut quand même être impressionné par sa verve et la force de ses convictions. Et son aplomb. Alors, il refusait de se présenter de nouveau devant le comité consultatif. Sa femme, Georgette, était très fière de lui. Elle adressait ses lettres à Camillien Hood, héros, prisonnier de guerre 694. Ah. Yeah, stick it to the man! Yeah, PW 694, héros! Georgette a aussi continué à braver la censure qui réglait les camps. Lors de sa visite du 5 février 1944, elle a passé à Camillien une copie de ses correspondances avec le ministère de la Justice. Oh! C'est ça. Ah, je sais, elle était gâtée, la madame. De nouvelles élections se profilaient, tant au niveau provincial que municipal. Si Camillien Hood n'arrivait pas à sortir du camp d'internement, il ne pourrait pas retrouver sa place sur la scène politique avant plusieurs années. Pour cette raison, Camillien Hood a enfin accepté une nouvelle comparution devant le comité consultatif du Calice, convaincu qu'on le libérerait après cette formalité. La nouvelle comparution est fixée au 27 mai 1944. Georgette a voyagé jusqu'au Nouveau-Brunswick et s'est installée dans un hôtel face au palais de justice pour attendre son mari, mais celui-ci ne serait pas libéré tout de suite. Les jours ont passé, les semaines aussi, les élections étaient fixées pour le 8 août 1944 et Georgette se doutait que le refus de libérer son mari, même après une deuxième comparution, était sans doute lié à une volonté de protéger le gouvernement d'Adélard Godbout. Le 24 juillet, la libération de Camillien Hood est de nouveau réclamée. C'est la date à laquelle il commençait habituellement ses campagnes électorales. Enfin, le ministre de la Justice a pris la parole pour expliquer que la libération était décidée, en principe, mais le gouvernement attendait, un moment dit plus approprié, pour procéder à la libération. OK, mais les élections, c'est cyclique, là. Il y en a tout le temps. Fait que, comme à un moment donné, faut Je pas... sais. Donc, les élections provinciales et de la mairie, tout se sont déroulées comme prévu, sans la présence de Camillien Hood, et se sont soldées par une élection de l'Union nationale et de son chef, Maurice Motherfucking Duplessis. Les élections terminées, tout le monde attendait avec impatience que le gouvernement libère enfin Camillien Hood. Et celui-ci a enfin été libéré le 16 août 1944. Il a été prévenu de sa libération à 9h le matin, libéré à 11h. En sortant, il s'est rendu à l'hôtel pour appeler sa femme.
Et de là, la nouvelle de sa libération s'est répandue comme une traînée de poudre. Des Montréalais se sont déplacés en foule pour l'accueillir à la gare. C'était comme le Beatlemania. Les femmes pleuraient et jetaient des fleurs, les gens criaient. Camillien Hood était jubilant. Il avait perdu beaucoup de poids, mais était tout de même en grande santé. Du haut de ses 55 ans, dont 4 passés en internement, il était prêt à amorcer le reste de sa carrière politique. Wow! Dernière partie, conclusion. Par la suite, Camillien Hood est redevenu maire de Montréal en 1947 par acclamation plutôt que par élection, ce qui n'était apparemment pas arrivé depuis 50 ans. Il s'est aussi réconcilié avec Maurice Duplessis et l'a soutenu publiquement lors des élections provinciales de 1948. Nyeh. Au début des années 50 a eu lieu la commission Caron, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode sur Pacifique Plante et la commission Caron. Au terme de celle-ci, des élections municipales se profilaient, mais Camillien Hood, qui avait une santé fragile et qui savait de quel bord son pain était beurré, a décidé de se retirer de la vie politique. Parce que lui-même avait été mêlé à toute l'histoire de la commission Caron. C'est lui qui... c'est le comité exécutif qui appointait les chefs de police. Fait que Albert Langlois, qui était chef de police, qui avait été blâmé pour toute la corruption et tout ça, ben c'est lui qui l'avait appointé. Puis je veux dire, toute l'histoire de Pacifique Plante, sa mise à pied, l'escouade de moralité et tout, c'est tout arrivé sous Camillien Hood, ces affaires-là. Fait que plutôt que d'éviter la disgrâce, il a décidé de se retirer de la vie politique. Jean Drapeau est devenu le nouveau maire de Montréal, comme on sait. Puis à partir de là, tout s'est super bien passé à Montréal pour toujours. Yay! La paix dans le monde! Camillien Hood est décédé le 11 septembre 1958 à l'âge de 69 ans. Le boulevard Camillien Hood est aujourd'hui nommé en son honneur. Yeah. Mais là, me demanderez-vous sans doute, tous les gens qui ont été internés injustement pendant la guerre ont-ils eu droit à une compensation? Un boulevard avec leur nom? Oui et non. Non, il n'y a pas eu de boulevard des internés. Suite à la Première Guerre mondiale, mais c'est ça, j'ai pensé conclure ça avec des nouvelles des autres personnes internées, t'sais. Donc, oui, il y a eu des compensations, mais pas vraiment. Suite à la Première Guerre mondiale, mettons que le gouvernement n'a pas eu à faire grand-chose pour s'excuser ou commémorer, mais suite à la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui s'étaient fait interner injustement ou dont les biens avaient été saisis ont commencé à faire du lobbyisme pour avoir une compensation et une reconnaissance de la part du gouvernement. Les efforts du groupe de redressement des Canadiens d'origine japonaise ont mené à des excuses officielles de la part de Brian Mulroney devant la Chambre des communes en 1988, ce qui est quand même mieux que rien, et aussi à la création d'un fonds de compensation de 21 000 $ par individu encore vivant qui avait été affecté par ces politiques de temps de guerre. Il y a aussi eu la création d'un fonds communautaire de 12 millions de dollars. Et en plus, il y a eu, avec le temps, des efforts de commémoration qui sont nés et un fonds d'indemnisation de 10 millions de dollars a été établi en 2008 pour soutenir des projets commémoratifs et éducatifs concernant la première opération d'internement canadienne en temps de guerre, qui était celle de la Première Guerre mondiale. Et c'est sur cette note que se termine l'histoire de la fois que le gouvernement a interné Camillien Hood, Monsieur Montréal. Oh, c'était full intéressant! C'était long en sacrament, je t'avais dit ça allait être long, mais écoute, c'est bien du gossage, mais comme, je pouvais pas couper dans le gossage, parce que c'était trop, ça faisait trop pogner les nerfs. C'était tous les efforts pour pas faire sa job. Voilà, je te laisse faire l'outro pendant que je bois toute l'eau du monde. D'accord. Toute l'eau du monde s'en va dans ma bouche. Alors, chers auditeurs, on espère que vous avez aimé ce cas, que Catherine était donc excitée, elle avait donc hâte de vous raconter. Sean, on espère que tu as aimé ta suggestion maintenant qu'elle a pris forme. Alors, si vous voulez continuer d'avoir de nos nouvelles, vous pouvez le faire en nous suivant sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime, nous sommes sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez vous aussi nous faire des suggestions de cas ou de café à goûter, vous pouvez nous envoyer des courriels au unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages directs sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous aimeriez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy où nous avons des t-shirts, des tasses, des tucs, etc. Et des cotons ouettés. Cotons ouettés. Exact. C'est au etsy.com /un peu de crime. Tous les liens sont sur les réseaux sociaux si vous les cherchez. Et
si vous désirez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir un patron du podcast en vous rendant sur la plateforme Patreon. Catherine, est-ce que tu veux donner les tiers d'abonnement? Oui, je suis prête! Cette fois-ci, je suis prête! Let's go, vas-y, on t'écoute! Alors, nous avons 4 paliers d'abonnement. Comment ça fonctionne? C'est que vous nous donnez votre âme et votre argent chaque mois, et en contrepartie, on vous donne des affaires. Donc, il y a un premier palier, le petit espresso, 3 piastres par mois. Vous obtenez un shout-out en ondes. Pour 5$ par mois, le bon vieux café filtre, vous obtenez un shout-out en ondes et accès à notre belle, magnifique communauté Discord où on partage la musique qu'on écoute, on jase d'émissions de TV, on fait des beaux posters de motivation avec des phrases du FLQ, on est vraiment chill. Il y a ensuite le Fancy Flat White. Pour 10$ par mois, vous avez accès à tout cela, mais aussi accès à tous nos épisodes une journée à l'avance et accès au contenu bonus 4 fois par année. Donc, c'est bien le fun. Si vous écoutez vos podcasts sur n'importe quelle autre plateforme que Spotify, vous avez un RSS feed. Vous avez comme votre propre lien qui va comme télécharger les épisodes bonus direct dans votre application. Moi, j'utilise Pocket Cast, c'est bien le fun. Les Patreons auxquels je suis abonné, ça, je peux avoir accès directement dans mon application aux épisodes bonus et aux épisodes en avance et tout ça. Yes, sir! Et ensuite, pour 15$ par mois, vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne accès à tout cela, plus un paquet de 3 autocollants designés par Her Truly. C'est pas Yours Truly, c'est Hers Truly. Non, c'est pas ça, ça marche pas. Audrey, voilà, c'est designé par Audrey. En plus de 10% de rabais sur notre boutique Etsy. Pour vous gâter. Yes. Et on n'a pas de shout-out à faire dans cet épisode-ci, on les a fait dans l'épisode d'avant. Mais merci à nos chers Patreons de nous soutenir. Ça nous permet, Catherine et moi, d'aller prendre un café ensemble une fois par semaine. Et ça nous permet aussi, par exemple, j'ai pu me payer un abonnement pour regarder des documentaires pour des cas à venir. Alors, merci, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre ça. Et n'oubliez pas la plateforme Patreon. Vous pouvez toujours ajuster combien vous voulez donner. Alors, si vous voulez vous abonner temporairement pour pouvoir écouter le contenu bonus et ensuite baisser, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Nous, on juge pas ça et on est juste très heureuse de vous compter parmi nous avec nos beaux Patreons. Alors... Puis là, pour faire une petite plug supplémentaire, là, tu sais, pour remettre l'eau à la bouche aux gens. Nous avons présentement 2 épisodes bonus qui ont été enregistrés et qui sont disponibles sur Patreon. Dans notre premier épisode bonus, j'ai couvert 2 histoires de fraude plutôt qu'une qui impliquait toutes les 2 quelqu'un qui s'appelle Ricky. Et Audrey a aussi couvert une histoire de vol. Puis là, par la suite, on s'est dit « Ah, c'est dommage le fun quand on fait un concept! » Alors, pour notre 2e épisode bonus qui vient tout juste de sortir, le bonus de l'hiver 2023, nous avons fait des histoires d'émeutes. Alors, premièrement, on avait l'émeute de la petite variole sexy avec les vaccinateurs sexy. Et ensuite, l'émeute vraiment déprimante de l'établissement Archambault. Ce sont des épisodes complets, là. C'est comme 1h30, 2h chaque, là. C'est vraiment des longs épisodes. Vous en avez pour votre argent. Puis là, pour vous l'annoncer en primeur, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais je suis pas sûre. Notre prochain épisode bonus, ça va être un spécial Internet où on va vous parler de Alphabet et Mafia Boy. Oh que oui, soyez au rendez-vous. Fait qu'on va devenir des Internet hackers des années 90 puis on va faire... Ça va être incroyable! Et sur le Patreon, il y a aussi le vidéo extra de la vie secrète des geekettes auquel Catherine et moi avions participé si vous voulez voir nos petites faces. Oui! Alors, merci d'avoir été parmi nous dans le camp de travail de Petawawa. On a bûché du bois. Si vous êtes fatigué, que vous êtes tanné de bûcher du bois et que vous voulez aller faire un petit dodo, c'est correct. Mais pour les gens qui, comme Sandy dans Grease dit « Tell me more », on va faire les 2 minutes de stat! Maintenant! Stat! Docteur Catherine! Oui, Docteur Audrey, attends, je vais boire dans ma grosse clean canteen. Là, il s'est passé quelque chose. Quoi? Te rappelles-tu de la maudite fuite d'eau sur laquelle on est tombé v'là une couple d'épisodes? Ah non, pas une maudite fuite d'eau. Ça, c'est poche. Ben Est-ce que c'est une métaphore pour toute le poon de Jacob Faubert? Ah!
Parce que les madames, ils l'ont vu, là, dans la salle d'attente. Anévrisme in my life. Oui. Puis là, il faut qu'on mette des pancartes attention plancher mouillé, là, quand il arrive avec ses beaux cheveux. Oh! On les a Ses beaux cheveux récupérés du adolescence. set de District 31. Wow. Wow. Fait qu'est-ce qui arrive avec la fuite d'eau? Ben là, on a appris Ouais. pourquoi que Marco, là, il tenait autant à la réparer, cette maudite fuite d'eau-là. Pourquoi? Parce que là, pendant un moment vraiment touchant, il nous a raconté que il ne savait pas nager et qu'il avait peur de se noyer. Ouais. Et que quand il était petit, un matin, il s'est réveillé et il y avait une inondation dans l'appartement où il restait. Non! Et il a cru qu'il allait mourir et se noyer. Non! Alors, c'est pour ça qu'il a autant peur des fuites d'eau. Même si, C'est tout? bonne Il y a chance. pas une affaire que genre sa sœur s'était noyée? Non. Non, sa sœur, elle avait ri C'est de moi qui ai lui. inventé ça. Ah. Ben oui, mais... Ça me semble être une explication un petit peu Moi étrange. aussi, mais c'est l'explication qui a permis de le rapprocher de Oh mon Emmanuel. Dieu, scandale! Par la suite, Enfer et ils se damnation. sont frenchés. Comment ça? Parce qu'elle était donc touchée qu'il se soit ouvert à elle. Puis qu'elle l'a frenché. Ok. Mais là, elle est inquiète parce que, Ok. tu sais, Marco, il y a des enfants puis une femme, tu sais. Ouais. Mais Marco, il a dit non, faites-en pas. Comme la salade grecque, faites-en pas. Faites hasard. Mon couple est ouvert. Uh-huh. Mon couple est ouvert, fait que c'est correct. Uh-huh. Mais quelques épisodes plus tard, la femme de Marco a retonti. Puis, je pense que le couple de Marco est aussi ouvert que mes fenêtres d'auto pendant une tempête de neige. Ouf! Est-ce que c'était C'est-à-dire, pas partout. une excuse facile pour se pogner une petite maîtresse on the side? Je pense que c'était pour pouvoir tromper sa femme sans se sentir trop coupable. C'est une aventure extra-conjugale avec un side de Suzanne Clément. Exactement, et c'est grâce à la fuite d'eau qu'on va pouvoir apprendre toute la vérité Lalalala. sur le couple de Marco. Lalalala. Effectivement. Que c'était juste ça. On espère qu'il va pas être donné d'anévrisme à Suzanne Clément. C'est correct. Ouais. Ou l'hépatite, ça serait encore pire. Mais je suis comme pas sûre que l'amour que Suzanne existe Clément encore va pas avec donner cette l'hépatite histoire-là. à Manu. Ouais, c'est ça. Hey, il y a du Mais danger. ça, je suis comme pas sûre que l'amour existe encore avec cette histoire-là. Là. Ça me... comme Non, moins qu'avec je pense Georgette que- et Camille Hood. Là. C'est pas une aussi belle histoire, mais en tout cas, c'est juste ça que je voulais vous raconter aujourd'hui, Docteur Catherine, puisque l'épisode était déjà long. Ben, c'est bien correct. T'as fait un très bon choix d'anecdote. Je vais aller manger du popcorn plein d'hépatite dans la salle de la break room. Season de l'hépatite. C'est ça, exactement. Moi, je vais aller battre les Allemands et les Italiens en faisant du figure skating sur la fuite d'eau. C'est ton devoir de Canadienne. Yes. là. Triple Axel! Excusez, j'ai frappé mon micro en C'est faisant le correct. triple Axel, mais c'est la preuve que j'ai actually fait un triple Axel. Ben oui, absolument. Je vais le goût de faire une joke de Nancy Kerrigan, mais c'est correct. Il y a Ouais! des Allemands qui vont venir me péter le genou. Oh! Fort charmonné! Oh non! Ah, mon genou! Pourquoi moi? Bon, Ok, ben, je vais aller voir Jacob avec mon genou pété. c'est correct. Attention qu'il te donne pas d'anévrisme. Ouais, hein? Non, c'est un... Non, je suis une femme mariée. Non, Jacob, non. c'est un très bon docteur. Il va dire bonjour madame, je vais arranger ton genou. Assis-toi là. Moi, t'as le dépété ton genou. Je vais te Faut mettre voir. 50 cc de bolus direct dans la cuisse pis ça va bien aller. Yes, sir. Bon, ben, stat, Docteur Catherine. Stat, docteur Audrey.